l'UEJF Grandes Écoles et de PMA, je vous remercie d'être venus aussi nombreux. Je tiens à remercier M. Frédéric Ancel d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir. J'en profite également pour remercier l'École des Mines de Paris de nous avoir prêté ses locaux. Je tenais à vous présenter en quelques mots les objectifs de PMA avant de donner la parole à l'UEJF Grandes Écoles avec qui nous avons le plaisir de co-organiser cet événement. EPMA, étudiants de ParisTech Amis du Monde Arabe, est une association qui regroupe des écoles du groupement ParisTech, née de la volonté d'étudiants de promouvoir la culture arabe. Nous représentons aujourd'hui un monde arabe marqué par une dynamique de changement. Le contexte géopolitique actuel est l'occasion pour nous de faire entendre sa voix, au-delà des clichés, et d'aborder ces réelles problématiques politiques, économiques et sociales. Nous vous proposons ce soir une conférence qui se veut la plus objective possible. Elle sera suivie d'une session de questions-réponses. Il est important de traiter de ce thème, car il est symbole de ces clichés que nous voulons dissiper. Il faut essayer de comprendre et de réfléchir par-delà les fantasmes pour faire avancer les choses. Cela constitue l'objectif premier du partenariat entre EPMA et l'UEJF Grandes Écoles. Je vais donc à présent donner la parole à Raphaël afin de présenter notre intervenant, M. Frédéric Ancel. Merci pour votre attention et très bonne conférence à tous. Bonsoir, moi aussi je vous remercie d'être venus si nombreux. Donc Frédéric Ancel, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, essayiste et géopolitologue spécialiste du Proche-Orient. Donc il est entre autres professeur de relations internationales à l'ESG, habilité à diriger la recherche et chargé de maître de conférence à Sciences Po. Donc il a écrit entre autres Géopolitique d'Israël, dictionnaire pour sortir des fantasmes, et toute son action d'intellectuel vise en fait à une compréhension du conflit israélo-arabe et israélo-palestinien qui irait au-delà des mythes et des fantasmes. Donc c'est exactement le but de cette première conférence et de ce qu'on va essayer de faire dans l'avenir. C'est parvenir par une analyse et une description des événements qui aujourd'hui conduisir à la modification profonde du Proche-Orient, donc au sortir de la Seconde Guerre mondiale, à mieux comprendre les enjeux du Proche-Orient d'aujourd'hui. Voilà. Donc le partenariat avec le monde arabe nous a semblé naturel parce que il faut, ce genre ce thème, en tout cas du conflit au Proche-Orient, est quelque chose dont il faut parler à plusieurs et sur lequel il faut échanger son point de vue. Et il me semble peu productif de parler seul de ce genre de questions. Donc moi aussi, je vous souhaite une bonne conférence et j'espère que vous apprendrez plein de choses. Voilà. Merci beaucoup. Très très heureux d'être là. C'est pas une formule de politesse, hein. Ma mère m'a toujours dit c'est simple, il ne s'agit pas de centre polytechnique pour. Je sais qu'il n'y a pas que des X ici, mais je vais faire chez personne. Voilà, je suis très très heureux d'être parmi l'élite des écoles, des grandes écoles. Et alors surtout lorsque j'ai reçu l'invitation, alors je ne dirais pas qui, j'ai reçu un SMS récemment, il dit alors le SMS me disait voilà, ça serait bien que vous interveniez là-dessus sur tel ou tel sujet. Bon. Et puis ça se terminait par il y aura des juifs et des arabes. Alors vous êtes tous trop jeunes, vous êtes tous trop jeunes pour avoir connu le grand comique Pierre Desproges. Et dans les années 80, Pierre Desproges, un pince sans rire très très croustillant, je ne sais pas si aujourd'hui il aurait encore droit de citer, parce qu'on peut plus difficilement aujourd'hui qu'auparavant, semble-t-il, parfois faire de l'humour un peu grinçant. Et Desproges arrivait sur une scène gigantesque, je ne sais plus si c'était l'Olympia ou je ne sais pas quoi, dans les années 80. Et il laissait passer plusieurs secondes, on entend des mouches voler, ça de glace, et puis d'un air traditionnellement contrit, très pince sans rire, il commençait son spectacle, qui durait plus d'une heure et demie, en disant on vient de m'indiquer que des juifs se seraient introduits dans la salle, évidemment éclair général dans les années 80. Et là, s'il y a des juifs et des arabes, là c'est encore mieux. Alors ça m'a bien fait mal, je ne dirais pas qui c'est. Merci pour cette présentation élogieuse. Je me permettrai d'ajouter un point introductif avant d'aborder mes 17 parties dans les 3 heures qui m'ont été données. Je vais commencer par les boules. Là, il y a beaucoup de choses à dire. Ma thèse de doctorat a été réalisée en 1997 sous l'égide du grand maître de la géopolitique, en tant que disciple, je ne vais pas dire autre chose, le géographe Yves Lacoste. C'est dans une université qui n'est pas réputée pour appartenir au grand complot sioniste international, c'est Paris 8 Saint-Denis. Et ma thèse portait sur la géopolitique de Jérusalem.
Je précise simplement que j'ai eu ce qu'il faut avoir, je ne suis pas le seul, les félicitations du jury, qui n'était pas du tout constitué exclusivement, tant s'en faut, d'amis d'une cause ou de l'autre, et que 10 ans plus tard, alors que cette université n'avait pas changé dans sa vocation et dans sa sensibilité bien légitime, notamment vis-à-vis des pays du Sud, eh bien, je passais, donc dans cette même fac, mon habilitation à diriger des recherches dans les mêmes conditions, ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai 3 doctorants qui sont en train de trimer sous ma férule. Je vous dis ça parce que sur une thématique comme celle qu'on va aborder, encore que là c'est pas trop chaud, j'espère qu'il y aura du débat, mais on ne va pas travailler sur les thématiques très contemporaines et plus brûlantes d'aujourd'hui, même si encore une fois ça peut donner lieu, ce thème choisi ce soir peut donner lieu à débat. Et je pense que l'important c'est pas qu'il n'y en ait pas, c'est ce que tu as très bien dit, du débat ou de la controverse. Sur des thèmes comme le sionisme, le conflit israélo-palestinien, le conflit israélo-arabe de manière un peu plus générale, ça existe encore. On va parler des dimensions israélo-palestiniennes du conflit. Israélo-arabe, ça existe pour l'instant plus. Enfin, pour l'instant, en tout cas, heureusement. C'est très difficile d'être, comment dirais-je, des robots. On a tous des sensibilités. Et c'est pas une honte. On a tous des sensibilités, soit pour des raisons biographiques, soit et ou pour des raisons intellectuelles, affectives. C'est pas le problème. Le problème, c'est pas l'objectivité, ça c'est un fantasme. C'est l'honnêteté intellectuelle. Et on va essayer ce soir, tous ensemble, de démontrer que sur un tel sujet, on peut parfaitement être, et moi je le crois, tout à fait honnête intellectuellement parlant. Voilà. Oui, simplement, je ne vais pas faire un petit commercial, j'ai publié quelques autres bouquins, notamment Géopolitique du sionisme. Excusez-moi, je dis parce que c'est le seul, hein, c'est tout. Voilà, il y avait... Et puis alors les journalistes parlent beaucoup, étant donné ce qui très bien, très souvent en Israël, n'en connaissent pas les frontières. Ah, ils ne peuvent pas parce qu'il y avait jusqu'à présent pas d'atlas géopolitique d'Israël. Voilà. Et je le fais bien. Bien, alors, j'ai une famille à nourrir. Alors, je vais intervenir en 3 parties. On va laisser 1 heure, j'en prendrai donc 1 heure et quart. 3 parties. La première, elles sont, vous allez voir, à la fois chronologiques et thématiques. La première partie est consacrée à la naissance et au développement du sionisme et aux premières tensions entre les sionistes, pionniers ou colons, appelez ça comme vous voulez, en Palestine, et la population arabe de Palestine, donc localement. Deuxième partie, c'est le développement de ce qu'on appelle le Yishuv, le foyer national juif en Palestine, de 1917 à 1947. Et donc la première partie, elle est antérieure à 17. Hein. Les organisateurs, avec raison d'ailleurs, ont parlé de 1917, qu'est-ce qui se passe après 17, à part la déclaration Balfour, il ne se passe pas grand-chose. Donc j'ai voulu que ma première partie soit un petit peu antérieure pour qu'on comprenne bien. Et puis troisième partie, pour le coup, la naissance d'Israël et la première guerre israélo-arabe, sans oublier ce que les Palestiniens appellent la catastrophe, la Nakba, qui a modifié très profondément la démographie de ce territoire, de cette zone, et cela jusqu'à aujourd'hui. Premier point, de la première partie consacrée au sionisme. Très rapidement, le contexte. On ne travaille pas sur un mouvement politique sans contexte. Le sionisme est fondamentalement un mouvement européen, et fondamentalement européen de la fin du 19e siècle. C'est-à-dire que la fin du 19e siècle en Europe, c'est daté, c'est marqué, c'est l'époque du nationalisme, des nationalités. C'est 1848, c'est les Lumières, et ce que les Lumières donneront sur le plan politique, à savoir le printemps des peuples. Je rappelle que le printemps arabe de l'an dernier et de cette année, et j'espère qu'il se poursuivra, le terme de printemps arabe, c'est très intéressant sur le plan sémantique. Hein. Il provient du printemps des peuples de 1848, hein, parenthèse fermée. On pourra y revenir parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement intéressant et il y a beaucoup de points communs. Nous sommes dans une Europe milieu-fin 19e qui bouge énormément, dont les forces centrifuges principales sont de type national. Et vous avez dans ce cadre, alors c'est vrai pour l'Allemagne qui s'unifie, comme vous le savez fort bien, en 1871, à Versailles, c'est vexant. Bon, le nationalisme français sur la base de l'horizon bleu des Vosges, les nationalismes dans les Balkans, anti-ottomans et anti-austro-hongrois bien évidemment, l'Italie qui s'unifie également dans ces années-là, 1870, 71, etc. Et vous avez l'apparition, dès 1862, hein, ma dernière partie sera largement consacrée à la Shoah. Arrêtez de dire des bêtises, il n'y a pas de Shoah en histoire. Je veux vous dire, il n'y a même pas encore les grandes vagues de pogroms russes de 1881-82 qui pousseront effectivement beaucoup de juifs à partir soit en Palestine, soit aux États-Unis, soit en France, etc. Donc 1862, la publication du tout premier ouvrage qu'on peut qualifier de sioniste, c'est-à-dire patriotique nationaliste juif, écrit par Moses Hess, qui a été l'un des bras droits de Karl Marx, qui restait d'ailleurs très marxiste, qui disait ben voilà, les peuples
au sein de ce continent européen, veulent secouer les tutelles qui ne sont pas les leurs, donc la férule de princes qui ne parlent parfois même pas leur langue. Bon, chaque peuple souhaite disposer de son État-nation, et pourquoi pas les Juifs? Et ce qui est très intéressant, je le dis en quelques mots, parce qu'on n'a pas le temps, en 28 heures, on n'a pas le temps. Ce qui est très intéressant, c'est que tous les intellectuels juifs, à partir de Moses Hess, alors Pinsker, Herzl évidemment, Brenner, bon, je ne vais pas tous vous les citer, sont sur cette pierre philosophale de ce mouvement, à savoir que les juifs font partie d'une religion, il y a une religion juive, oui très bien, c'est accepté par tout le monde, même par les pogromistes, slaves, très bien. Mais c'est aussi, et pour eux, à leurs yeux, et aux yeux des Israéliens aujourd'hui, surtout un peuple, à ambivalence. Peuple, religion, religion, peuple. Écoutez, en droit international, c'est fort différent, et je parle de 2012, mais dès la fin du 19e, la perception, la représentation, comme dit Lacoste, la représentation nationale et non plus seulement religieuse ou cultuelle des Juifs, ça change tout. À partir du moment où vous exigez, ou vous demandez, en tout cas dans un premier temps, puis exigez la création d'une zone pré-nationale puis nationale au sein de laquelle s'exerceront des prérogatives de souveraineté en tant que nation, c'est plus du tout la même chose que de revendiquer la possibilité d'aller prier tranquillement dans les synagogues. Ah mais c'est plus du tout la même chose. Hein. Et ça renvoie à une période extrêmement contemporaine avec la multiplication des frontières et des États-nations après la chute du mur. Bon, on n'est pas là pour parler de ça, mais c'est quelque chose qui me paraît très important. Donc, le sionisme est un mouvement fondamentalement européen du 19e. Au 18e siècle, il n'y a pas de sionisme. La représentation nationale juive, elle n'existe pas encore. Au 19e, fin 19e, elle existe. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Les sionistes disent, voilà 17-18 siècles que nous vivons de manière anormale, l'anormalité égalière au sens égalien du terme. Hein, nous ne vivons pas une vie nationale et étatique normale comme les autres peuples la revendiquent ou la vivent déjà depuis longtemps, la France, l'Angleterre et ça. Eh bien, nous devons mettre fin à cette anomalie créée par la chute de Jérusalem sous les coups de Rome en 70 après Jésus-Christ et revenir chez nous, bâtir l'État qui fut celui du roi David. Je veux dire qu'à l'époque, la population arabe-palestine, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça à l'époque et toujours pas aujourd'hui. Mais si on ne comprend pas les représentations fondamentales de ce mouvement, il est très compliqué de comprendre pourquoi l'établissement d'État d'Israël et, à certains égards, pourquoi les différentes politiques de l'État d'Israël d'aujourd'hui, qui est le fruit politique direct du sionisme. Hein. Deuxième point, ça c'est le contexte. Deuxième point de la première partie, c'est précisément ces représentations. La grande majorité des penseurs et des militants du mouvement sioniste sont des laïcs. Beaucoup d'entre eux sont même des marxistes, ce qui d'ailleurs n'arrangera rien parce qu'ils arrivent face à une société arabe majoritairement musulmane qui est très traditionnaliste, notamment dans les collines de ce qu'on appelle la dorsale, la géographie de dorsale cisjordanienne, et qui reste aujourd'hui. Marx, ça ne parle pas. Là, c'est vraiment quelque chose qui est très, très problématique. Ce sont des gens qui viennent avec l'idée supérieure du progrès au sens du progrès matériel. Hein. Théodore Herzl visite une fois la Palestine turque ottomane de l'époque, parce qu'à l'époque, c'est évidemment la Turquie qui est là, l'Empire ottoman, qui préside aux destinées de cette région depuis le début 16e. Et il se bouche le nez. Herzl se bouche le nez. Il va à Jérusalem, il trouve que ça pue, que c'est moche. Il y a des foyers de choléra. Les Turcs ne font strictement rien, d'ailleurs, entre parenthèses, de Jérusalem. C'est un foyer de choléra. C'est épouvantable. Et il dit, bon, ça c'est très bien pour les religieux. Bon, maintenant on va bâtir quelque chose d'autre. Et en fait, Herzl, il écrit plusieurs bouquins, dont un tout à fait intéressant, Pays ancien, pays nouveau, où il dit, on va créer d'une cité civilisée, hein, donc les rues seront bien droites, bien larges, il y aura des turbines partout, il y aura de l'eau, il n'y aura plus de maladies, on amènera des médicaments, et puis plus tard, les agriculteurs du mouvement sioniste diront aux Arabes locaux, regardez, on amène des tracteurs, des moteurs, des engrais pour produire... Oui, enfin d'accord, mais c'est pas quelque chose qui évidemment plaira, encore une fois, vous voyez, je me mets déjà dans les prodromes des tensions à venir à la population locale. La notion de progrès matériel, excusez-moi, mais là aussi, c'est absolument typique de l'Europe fin 19e. Jules Ferry, le nouveau président, en a parlé très bien d'ailleurs ces derniers temps, avec tout ce qui est très positif chez Ferry, et puis bon, le côté on va aider les peuples inférieurs qui n'ont pas la chance, inférieurs au sens où ils n'ont pas la chance d'avoir encore ce progrès matériel dont nous disposons, nous, on va leur apporter. Herzl, c'est ce qu'il pense. Hein, ce que j'appelle du colonial progressisme. C'est ni gentil ni méchant, c'est comme ça. Et ces représentations de très laïques, très nationales, donc où la raison est portée au pinacle plutôt que, et par opposition à la religion, par opposition au rabbin, très forte opposition au rabbin, et la notion de nation,
Ça, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le droit fil du corpus de représentation du mouvement sioniste. Et puis évidemment, cet homme juif nouveau. L'homme juif nouveau, selon les sionistes, il est plus diasporique, c'est-à-dire qu'il n'obéit plus en baissant plus ou moins, en courbant l'échine devant les pogroms ou sous les princes, qu'ils soient gentils ou pas, depuis des siècles. Il assume son propre destin, il prend son destin en main. Adam Hadash, l'homme nouveau, au sens de l'homme juif nouveau, c'est un homme juif qui récupère donc sa terre, qui revient sur sa terre, ancestrale, donc là, alors Eretz Israël, en l'occurrence la Palestine turque ottomane, et il la travaille, la terre appartient à ceux qui la travaillent. C'est joli, c'est un adage sioniste, fondamentalement. Et puis plus tard, cette terre appartient à ceux qui la défendent. Et là, un dos offensif qui va se créer, pas encore à l'époque, mais à l'époque d'Herzl, il n'y a pas de possibilité d'amener des armes. Les Turcs avaient déjà peu d'humour avec les Arméniens dès 1895. On sait bien que si les sionistes étaient pointés avec des armes, il en aurait cuit. Donc c'est un mouvement qui, au départ en tout cas, n'était absolument pas du tout militariste, pour plein de raisons sur lesquelles on pourrait revenir. Par la suite, ça change. Mais on est là sur un homme juif nouveau qu'il faut non pas créer, mais recréer sur un pays qui n'est pas à créer, mais à recréer. Pensez bien à cette représentation, à cette linéarité par-delà les siècles, du roi David en Romonine à la chute de Jérusalem. Il y avait, disent les sionistes et disent aujourd'hui les Israéliens, ce que je dis, c'est pas un cours d'histoire. Dans n'importe quel livre d'histoire des jeunes Israéliens, vous trouvez ça, il y a une souveraineté juive, ce qui d'ailleurs est vrai sauf pendant les défaites. Il y a beaucoup de défaites. Enfin, il y a Babylone, il y a la Syrie, enfin, globalement, il y avait une souveraineté. Et puis, pendant 18 siècles, il n'y en a pas eu, il faut revenir, comme avant. C'est ce qu'on appelle les temps longs, façon Fernand Braudel. C'est des représentations qui, on est bien obligé, qu'on soit d'accord ou pas, oui, qu'on soit d'accord ou pas, on est bien obligé d'en tenir compte, surtout aujourd'hui, puisque Israël est un État de 7,5 millions d'habitants, 25e économie mondiale, entre 150 et 200 bombes atomiques. Vous êtes obligé de tenir à minima compte de ces représentations. Après, encore une fois, on y souscrit ou on n'y souscrit pas. Troisième point de cette première partie, les autres régions. Alors là courent réellement les fantasmes. L'Ouganda. Ah, mais les Juifs avaient choisi en fait l'Ouganda, donc au départ, donc en fait, ils auraient pu choisir n'importe quoi. En 1903, Theodor Herzl, juste avant le 6e congrès sioniste, le premier étant en 1897, va voir en désespoir de cause Lord Chamberlain, qui est le ministre de Sa Majesté, ministre des colonies. Et il dit voilà, Kishinev, nouveau pogrom, 1903, nouveau pogrom après la grande vague de 1881-82, pogrom épouvantable, milliers de gens spoliés, tués, assassinés. Il nous faut un refuge provisoire, c'est un refuge provisoire. Alors que dès 1881, une première vague d'immigration, 2000 personnes, première vague d'immigration, vaguette, 2000 personnes, s'installe comme paysans et crée les premières fermes collectives en Palestine turque à l'époque, ce qu'on appelle Eretz Israël. Et les Anglais et les Britanniques disent voilà, là c'est un peu compliqué parce qu'on va pas faire la guerre à l'Empire ottoman pour vous, donc c'est l'Empire ottoman, c'est en plus une puissance tout à fait considérable, de l'Europe, on apprend dans les bouquins, il a mis longtemps à mourir celui-là. Donc c'est-à-dire l'Empire ottoman est très puissant militairement encore à l'époque et diplomatiquement déjà allié à l'Allemagne, etc. Donc les Anglais disent à Herzl, bon, vos juifs, c'est pas quoi en faire, on peut peut-être les envoyer là où il n'y a personne, c'est-à-dire en Ouganda. Vous aurez compris personne, c'est-à-dire des Noirs. Et je vous rappelle que c'est l'Europe fin 19e, début 20e, on est bien d'accord. Donc si c'est pas des gens de race blanche, c'est personne, c'est-à-dire que c'est pas personne, on en fait ce qu'on veut, on en parle bien sûr locale. Et l'Ouganda d'ailleurs était beaucoup plus ouvert avec une fenêtre maritime sur l'océan Indien par rapport à aujourd'hui, peu importe. Et Herzl dit, bon, bah d'accord, je vais en parler au 6e congrès qui m'attend là dans les prochaines semaines. Et littéralement, Herzl se fait casser la gueule. Littéralement, il se fait lyncher, il se fait taper dessus. Et il est viré. C'est le fondateur du mouvement sioniste, celui qui est allé aux Invalides pas loin d'ici, voir la dégradation du capitaine Dreyfus, celui qui a écrit des bouquins, qui est parti sur place pour aller recréer, qui fait le prophète dans les populations, les Judenmaß, comme on dit en yiddish, dans les populations juives d'Europe de l'Est, pour proclamer une espèce de rédemption laïque, mais une rédemption nationale. Et il se fait virer. Parce que la grande majorité des congressistes, qui sont encore une fois, qui ne sont pas des religieux, sont viscéralement attachés à ce qu'ils appellent Eretz Israël, la terre biblique, la terre promise d'Israël. On fout d'Ouganda. Et d'ailleurs, ça ne marchera pas. Il revient voir les Britanniques en disant ils vont casser la gueule. Ils ne veulent pas. Et d'autres tentatives sont faites, notamment dans la Pampa argentine, et le baron Hirsch, qui est passionniste. Rothschild, il va aider un petit peu, mais pas beaucoup, mais un petit peu. Mais le baron Hirsch, qui est
juif de France va soutenir des gens qui vont aller s'installer, des agriculteurs juifs, dans la pampa argentine. Alors, parce que très content, il leur faut de la main-d'œuvre, il n'y a pas grand monde, surtout dans la pampa. Il va y avoir quelques fermes, quelques centaines de personnes, et puis ça va disparaître, ça va mourir, la plupart reviennent. Reste le Birobidzjan. Bon, ça c'est la création, c'est le golem de Staline en quelque sorte. Gros malin, Staline dit, bon, bah, les autres, il y a plein de nationalités, chacune a son territoire, c'était vrai à l'époque, au début de l'URSS, les juifs n'en ont pas, comme d'habitude. On va installer les juifs. Alors, où au Birobidzjan, qui est une région qui se trouve très exactement aux confins de la Chine, de la Mongolie extérieure. Pourquoi pas? Je dis ça sans aucune ironie, c'est sûrement très joli. Le problème, c'est qu'il y a là-bas 100%, et pour cause, de gens qui ne parlent pas yiddish, et des gens qui n'ont jamais vu, sauf peut-être quelques commissaires du peuple provenant de Moscou et encore, des Européens. Tous les juifs sont européens, je ne parle pas des juifs arabes, les Européens sont européens. Et ils envoient débarquer en tout, finalement, il y en aura un peu plus de 25 000, ce qui est à la fois beaucoup et faible. Alors, ce sont des gens qui sont communistes, donc qui obéissent à Staline, et qui créent des fermes et quelques usines là-bas, ce qui fait qu'en 2012, quelques 80... faut dire Marie-Claire, sur 80 ans plus tard, on a cette république qui est aujourd'hui autonome et dont la langue officielle est yiddish. Il n'y a plus un seul juif sur place. Ils apprennent les gamins, il faut voir le visage, très beau, hein, des gamins, ils apprennent le yiddish qui n'est même plus parlé en Europe. C'est UBS, c'est passé, je suis désolé, le Birobidzjan ça marche pas. Le seul projet territorial fin 19e, début 20e, parmi les plusieurs qui seront évoqués, j'ai oublié le Sinaï, c'est intéressant. Le Sinaï, Élisée Reclus, le grand géographe, anarchiste d'ailleurs, français de l'époque, début 20e, un jour, Herzl lui écrit, et voilà, dans les toutes premières années 1900, il dit voilà, est-ce qu'on peut installer 1 million de juifs dans le Sinaï? Alors pourquoi le Sinaï? Parce que les Anglais auraient peut-être pu accepter, l'Égypte leur appartenait, globalement, c'était pas une colonie, mais enfin, ça leur appartenait, et puis c'était juste à côté. Des serait à côté de la Palestine. C'est pas vrai, c'est la Sinaï, contrairement à ce qu'on croit. Même la cause de croire, pas de dire, mais non. Ouais, peu importe. Et c'est juste à côté, ça peut faire patienter. Bon. Et il s'est reclus, il dit, mais non, il n'y a pas d'eau. C'est le désert. C'est vrai, c'est terrible. On ne peut pas le nourrir, loger, faire boire 1 million de personnes. Herzl est très triste, bon, je ne connais pas la suite de leurs exploits épistolaires. En tout cas, toutes les démarches territoriales qui sont effectuées sont des échecs, sauf la Palestine, sauf Eretz Israël. Ça, et encore une fois, le mouvement, le congressionniste, j'aurais aucun mal à le dire, hein, peu importe, hein, le congressionniste, aucun congressionniste n'a jamais accepté l'idée de l'Ouganda, ni aucune autre idée qu'un foyer national, puis État, dans ce qui deviendra Israël. Ça, c'est quelque chose, pour le coup, de tout à fait objectif. Ça n'aurait rien changé. Hein. Quatrième point, et avant-dernier point de cette première partie, les premières frictions avec les Arabes de Palestine. Il y a un motif de friction qu'on oublie systématiquement. Et vous savez quoi? Les patentés militants pro-palestiniens, qui se proclament tels en tout cas, en général sans être allés sur place, contrairement à votre humble serviteur, et n'ayant pas souvent, voire jamais parlé, des Palestiniens, contrairement à votre modestissime serviteur. Ces militants patentés, ils ne la connaissent pas. Ils ne connaissent pas ce facteur pourtant décisif de la défiance et en réalité de l'opposition, de l'hostilité des Arabes de Palestine au mouvement sioniste. C'est pas uniquement un problème idéologique, culturel des Européens qui débarquent, oui d'accord, je vais y revenir en quelques minutes, mais tout ça on sait, et d'ailleurs c'était joué, c'était évident, et c'est très compréhensible. Pas ça, c'est que l'homme juif nouveau, que j'évoquais tout à l'heure, c'est un paysan, alors paysan éventuellement qui se déforme, encore une fois ça viendra plus tard, là on est vraiment fin 19e, début 20e. Et ce paysan, il achète des terres, ces groupes paysans achètent des terres, alors des terres toutes pourries, en l'occurrence dans les vallées paludéennes de Basse-Galilée. Hein. Pourquoi il y a du paludisme dans les vallées de Basse-Galilée? Parce qu'il y a des moustiques. Et pourquoi il y a des moustiques? Parce qu'il n'y a pratiquement pas de dénivelé et les marais sont laissés... et quand il y a de l'eau stagnante, il y a des moustiques, et à l'époque on soigne très mal la malaria, il faudra attendre la quinine pour que ça aille un petit peu mieux. Les Arabes n'y vivent pas. Il y a une densité de population arabe, disons en 1900, extrêmement faible dans les plaines de Galilée. On attrape le palu et les terres sont vraiment pourries. Les fortes densités de population arabe se situent sur la dorsale que j'évoquais tout à l'heure, très haut, c'est 900 mètres, 1000 mètres, hein, dont les villes de Hébron, ou Al-Khalim, ou Hebron, comme vous voulez, Naplouse, évidemment, Ramallah, même Jérusalem d'ailleurs, même si je le dans un petit creux, mais donc la Cisjordanie d'aujourd'hui. Là, précisément, où les Juifs ne pourront pas acheter des terres, mais pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas à vendre, parce que la densité de population arabe, elle est importante. Et pourquoi elle est importante? Pour cette raison géographique. En haut, l'eau ne stagne pas. On est sur des pentes, elles ne sont pas
terrifiante, les pentes. Hein. L'eau, néanmoins, stagne pas. Les terres sont meilleures, sont plus salubres, le climat est plus salubre, et qu'est-ce qui reste à acheter, plus ou moins cher d'ailleurs, parce que les gros propriétaires terriens de Beyrouth se fichent bien de ce qui a passé avec le Fellah, le paysan palestinien local. On leur vend ça, et il faut qu'ils drainent. Ils se prennent d'ailleurs le palu vraiment en pleine face. En 1881, c'est l'hécatombe dans cette première alliade dont je parlais tout à l'heure. Une vraie hécatombe, pas à cause des Turcs ou des Bédouins, à cause de la malaria, des moustiques. Et ils drainent, et ensuite seulement ils créent des villages. Mais le problème avec cet homme juif nouveau, c'est que c'est lui qui doit travailler sa propre terre. Il y en a assez d'être usurier, il y en a assez de compter sur les autres. Rassurez-vous, j'ai pas vu, c'est pas moi qui commence à délirer façon antisémitisme. Mais la représentation sioniste de l'homme nouveau, c'est précisément de quitter les métiers qui furent ceux du commerce et de l'argent pendant des siècles. Et pourquoi ces métiers étaient si importants dans les communautés juives? Mais parce qu'il n'y avait pas le choix. Parce que tant dans les pays musulmans que dans les pays chrétiens, la possession de la terre était interdite. La possession des métiers de la haute administration, à quelques rares exceptions près, du métier des arts, très valorisant, etc., était interdit aux juifs. Qu'est-ce qui reste? Il reste ce qui est interdit dans l'islam et à l'époque dans le catholicisme. Après, les protestants changent ça, c'est l'usure. Voilà. Pas très compliqué, hein, et je sais qu'ici, c'est pas la peine de m'appesantir là-dessus, tout le monde comprend très bien ça. Donc oui, les métiers, notamment du commerce et éventuellement de l'usure, les sionistes en veulent plus. C'est pas vraiment juif. On faisait pas ça quand on était ici il y a 2000 ans, c'est pas ça. On cultivait la terre. On va recommencer. Mais on va pas commencer à diriger des bons hommes qui ont cultivé la terre pour nous. Donc qu'est-ce qui se passe? Les paysans arabes de Palestine qui n'avaient pratiquement rien en Galilée, qui étaient peu nombreux et qui étaient des prolétaires, en quelque sorte, des gros propriétaires terriens locaux, ils sont congédiés. Et qu'est-ce qu'ils deviennent? Un lumpen prolétariat. C'est pas tellement le problème qu'ils vont arriver, c'est aussi un problème. Mais le fait qu'ils vont arriver des gens qui ne pensent pas vraiment comme eux, c'est pas nouveau dans l'histoire des hommes, c'est vraiment pas nouveau. Ils ont sûrement râlé. Mais ils se trouvent sans ressources, sans travail. Le problème, il est aussi socio-économique, il n'est pas qu'idéologique. Et ces gens-là vont aller grossir des bourgs, les grosses bourgades que j'évoquais tout à l'heure de Séjourné, qui n'ont pas grand-chose à leur offrir. On est sur une activité pour l'essentiel pastorale, des ovins, des caprins, très peu de bovins parce qu'il n'y a pas assez d'herbes grasses, il n'y a pas assez de pluviométrie. Donc vous voyez, le facteur géographique, puis donc socio-économique, va jouer un rôle dans cette hostilité, puis dans cette détestation vis-à-vis d'un mouvement qui finalement congédie des prolétaires. Ok? Personne n'en parle. Les Israéliens n'en parlent pas, évidemment. Les Palestiniens n'en parlent pas. Je suis ni pour ni contre, mais je le dis objectivement. C'est quelque chose qui se quantifie sans doute en quelques milliers de personnes, pas davantage, mais c'est beaucoup, quelques milliers de personnes en Galilée à l'époque, là où on doit compter peut-être 200, 300 000 personnes à tout casser sur l'ensemble de la région. Et puis bien sûr, autre moteur des frictions, il y a, je le dis vraiment d'un mot, cette notion de progrès matériel qui est ressassée, alors qui est très intéressante. Il faut lire Arthur Kessler, La Tour d'Ezra, pour voir pour prendre connaissance de cette scène. C'est un roman historique, enfin il est très historique comme roman, qui date de 38 je crois, où des jeunes sionistes partent de Tel Aviv avec du matériel, des camions, là, et puis ils vont créer un kibbutz sur une colline qui n'est pas encore peuplée, au nez à la barbe des Anglais. On est sous mandat britannique évidemment à partir de 1920, donc là on est en 38, et Kessel campe des personnages très intéressants. On voit ces jeunes juifs marxisants, hommes-femmes évidemment, parce que l'égalitarisme est total, complet au sein du mouvement sioniste, qui dansent, qui chantent, qui se mélangent, qui se... Bon, et puis il faut bien des animaux, des cochons. Et 2 jours ou 3 jours après leur installation, vont voir le village arabe situé dans le Talved, en contrebas, pour se présenter. Alors il fait quelques offrandes, des fruits, des fleurs, bon. Et puis il dit voilà, cher Bourta, le chef du village arabe, qui sort en grande pompe pour accueillir le visiteur, bien sûr, avec ses fils. Voilà, nous sommes de retour chez nous en Eretz Israël. Ça marche pas, la nation juive ça marche pas. Mais rassure-toi, nous sommes des disciples de Marx, tout ce qui t'appartient nous appartient. Alors déjà, à la limite de la crise cardiaque, bon, il va me faire déjà parce qu'ils ont rien. Et puis, nous apportons le progrès matériel, regarde, on travaille depuis quelques jours, comme tu peux le constater, on commence déjà à créer des sillons, des trucs. Et on va des tracteurs. Et cette colline qui est toute pierreuse, que vous ne travaillez pas visiblement, on va tous la travailler ensemble, on va créer une coopérative et les fruits communs seront vendus à l'extérieur et on vivra dans un truc. Et le comble, je vous dis ça pour détendre, le comble c'est que la fille du kibbutz, elle prend aussi la parole, elle parle, une mentionniste égalitariste, et elle demande au Mourtar combien il a d'enfants, 7 ou 8, elle dit mais vous n'utilisez pas des moyens de contraception. Enfin, je comprends pas comment ta femme peut connaître une émulation spirituelle et culturelle. Alors là, je pense que vraiment, alors il ne le dit pas Arthur Kessler, je pense que là, le type, il est mort avant de
quadruple crise cardiaque avant de répondre. Donc on est évidemment, je vous vais résumer, on est sur une incompréhension totale. Et ne croyez pas que le fait que ces pionniers ou colons soient juifs pose problème. Ce qui pose réellement problème, c'est qu'aux yeux de ces Arabes de Palestine, ce ne sont même pas des vrais juifs. Ce sont des mutants. Je dis bien des mutants. Parce que les juifs que ces Arabes connaissent, de la manière que les juifs que les Polonais, les Russes, au fond, connaissaient fin 19e, début 20e, c'était des gens portés à l'orthodoxie, très traditionnalistes, voire ultra-orthodoxes pour l'essentiel, qui n'entretenaient pas l'idée d'un État-nation, qui ne venaient pas avec des drapeaux, qui ne venaient pas avec des fusils. Tout ça, c'est politique, un drapeau, un fusil, rien que politique, un fusil, c'est pas religieux, c'est politique, un fusil. Qui ne venaient pas avec des slogans, qui se mélangeaient pas entre eux, qui ne mangeaient pas du cochon. Les juifs font pas ça en principe, enfin, ceux qui connaissaient. Les juifs qui mendiaient ou qui faisaient un peu d'artisanat, qui criaient à Jérusalem, dans le quartier de juifs de Jérusalem, ou de Safed ou de Tzfat en Galilée. Voilà les vrais juifs que ces Arabes connaissaient. Pas les bons hommes qui arrivent, les sétiques qui arrivent d'Occident, qui sont européens, et qui trahissent le judaïsme tel qu'il est apprécié, toléré en tout cas, par les Arabes de Palestine. Voilà le vrai problème. D'accord ? Donc ça me paraît plus intéressant que de dire, ouais, d'un côté les musulmans, de l'autre côté les juifs. C'est pas, je pense, la confondre, le choc culturel, vous voyez, avec l'arrivée du mouvement, c'est l'idée culturelle, ouais, mais moi je suis pas un essentialiste. C'est-à-dire qu'il y a des facteurs très complexes qui font que là ça va particulièrement se tendre, et là peut-être un peu moins. On ne voit pas débarquer des gens qui sont des juifs tels que les connaissent les Arabes locaux. C'est ça qui est intéressant, d'accord ? Et d'ailleurs, vous savez très bien, mais on n'a pas le temps d'y revenir, que les ultra-orthodoxes juifs, à l'époque, étaient violemment antisionistes, pour toutes les raisons que je viens de dire, violemment antisionistes. Et aujourd'hui, beaucoup le restent, au sein même de l'État d'Israël. On pourrait y revenir, c'est des questions là-dessus. Dernier point de ma première partie, très rapidement, succès et échec, on s'arrête donc à la Première Guerre mondiale. L'échec est globalement patent. Si on s'arrête en 1917, ou en 1915, la création de la Légion juive, l'échec il est patent. Herzl n'a pas réussi à bouger le landerneau diplomatique. Lorsque Guillaume II et le sultan Abdulhamid comprennent que, contrairement à leur fantasme traditionnel, il n'a pas beaucoup d'argent, bien que ce soit un juif, ça ne les intéresse pas. Il ne peut pas fournir l'argent pour construire le Bagdad Ban, c'est vrai ce que je dis. Alors là, les Anglais c'est malin, c'est gros malin, c'est maître en géopolitique. Et les Anglais, pourquoi ils soutiennent quand même, bon, du bout des lèvres, ils soutiennent le mouvement sioniste, dont Chamberlain, puis Balfour en 17, donc je vais vous en parler maintenant. Parce que les Anglais se disent, voyons voir, il y a un mouvement révolutionnaire communiste dans la Russie tsariste. On sait, Lokrana le dit, parce que j'ai publié, les chiffres sont facilement accessibles, que pratiquement un tiers des jeunes révolutionnaires arrêtés par la police du tsar sont des juifs. Normal, quand on se prend des coups sans arrêt, on n'est pas reconnu comme tel, il y a un moment où on cherche d'autres modèles, d'autres systèmes, dont le sionisme, le bouddhisme, mais aussi la révolution. Ça, on sera plus juif, plus musulman, plus russe, plus rien, on sera tous des frères. Bon, pensait-il à l'époque. Les Anglais ont très peur de cette révolution. Ils se disent, voilà, si ce Herzl, avec sa grande barbe de prophète, réussit à nous ramener à travers son projet national, ça c'est bien connu, la nation, on connaît, à travers son projet national, s'il arrive à nous ramener des jeunes juifs qui sinon basculeraient vers le communisme, c'est toujours bon à prendre. C'est génial. Comme pensée, alors ils vont échouer, mais comme pensée géopolitique, c'est absolu. C'est pour ça que les Anglais sont favorables au sionisme. Pourquoi vous croyez que vous aimez les juifs? C'est vrai. Alors, ça se su dans les années 30 et début 40. Hein. Donc c'est pas, vous savez, les États ont des intérêts, voilà, ils sont des monstres froids, c'est pas moi, c'est Nietzsche, et les Anglais font la même chose que tous les autres à l'époque, et aujourd'hui. Donc, on est sur un échec diplomatique, personne en 17 soutient le sionisme, sérieusement, pratiquement personne, jusqu'à la déclaration de Balfour du 2 novembre 17, pour des raisons liées à la chute de l'Empire ottoman. Les villages agricoles, oui, mais pendant la Première Guerre mondiale, les Turcs confisquent pratiquement tous les biens de tout le monde, pas que des Juifs d'ailleurs, hein, en Palestine, et pas seulement en Palestine, pour les besoins de leur armée, qui sont importants. Et là, il y a une famine, une vraie famine. Des gens meurent de faim, juifs comme arabes, en 1915, 16, 17, 18 en Palestine, je ne sais pas si vous vous rendez compte. 17, parce que la libération par le général Albi, c'est décembre, le 20 décembre 17. Donc, le Yishuv tient, et squelettique ne tient à presque plus rien. Hein. Il y a quelques dizaines de fermes collectives, c'est pas grand-chose, et presque aucune institution sérieuse. Mais il y a, allez, on va dire, les premières graines qui ont été plantées, notamment sur le plan de l'idéologie. On va y revenir. Deuxième partie, le développement du Yishuv, donc le foyer national juif, de 17 à 47. Et je laisserai les 2 dernières années, vraiment 47-49, pour la troisième partie. D'abord un point sur le jeu britannique.
Le jeu britannique, il commence pas en 1917 avec la déclaration Balfour. J'en cite le passage le plus important, le plus intéressant, alors qu'il est juif, mais il aurait pu être tout à fait antisioniste, hein, c'est pas le problème, qui est le ministre des Affaires étrangères de la Couronne, et qui dit le 2 novembre, dans une déclaration très très brève, très laconique, le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif. C'est assorti de conditions, hein. C'est en maintenant les droits de la population locale, et c'est en n'entravant pas les droits des juifs qui ne seraient pas des sionistes. Et oui, sinon accusation de double allégeance. Et les juifs britanniques, alors c'est quoi, il faut qu'ils aillent là-bas, ou ils sont britanniques? Les juifs français, ils sont français ou ils sont juifs? Problème. Donc elle est très prudente en fait, cette déclaration Balfour. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois depuis Rome, la première puissance, une puissance, et en l'occurrence en 17, on va dire encore la première puissance mondiale, en tout cas le premier empire mondial, reconnaît les juifs comme peuple. Foyer national, alors ça ne veut pas dire un État, parce que les Anglais ils louvoient, mais pour le peuple juif, pas pour la religion juive. Alors là, pour le coup, ça c'est vraiment très important. Ça ne pèse pas vraiment en droit international, parce qu'à l'époque, il n'y a pas de SDN, il n'y a pas d'ONU, et les Anglais disent bien ce qu'ils ont envie de dire, mais symboliquement, ce sera extrêmement fort. Et de 17 à 1929, à commencer par l'établissement du mandat britannique en Palestine, mais également en Irak, en Mésopotamie. À partir de 1920, les Britanniques sont plutôt, je dis bien plutôt, favorables au mouvement sioniste. Après tout, on est là sur le développement d'un proto-État qui ne peut être, pensent les planificateurs britanniques, que favorable à la puissance britannique dans une région qui bouge beaucoup, qui est très indépendantiste, je veux dire la région arabe, et arabo-musulmane, pour aller jusqu'au Pakistan, jusqu'aux Indes, qui commence à bouger beaucoup. Je vous rappelle que le congrès de Damas, le premier congrès national pan-arabe, c'est 1919. Ces gens-là les juifs sont reconnaissants vis-à-vis de la couronne, et puis ils nous ressemblent. C'est toujours le prisme européen, hein, c'est très important. Ils nous ressemblent. Donc les Britanniques laissent faire la création des nouveaux points de peuplement, ils laissent acheter, pas tout, mais ils laissent acheter les terres qui ne sont pas, évidemment, qui n'appartiennent pas aux Arabes, et évidemment, donc les Yishuv se développent, j'y reviendrai dans un instant. Mais ce jeu britannique, il bascule, enfin il change à partir de 1929, hein, et la première révolte, et massacre de Hébron en 1929, où la communauté juive est massacrée et évacuée en fait par les Britanniques, massacrée par les Arabes et évacuée par les Britanniques. 1929, ça change. D'abord parce que la révolte arabe commence à prendre du poids. Et on est là dans un foyer indépendantiste de plus en plus fort dans toute la région. Ça se passe très mal dans le mandat français où les Druzes virent littéralement les Français. Hein, on n'est pas très fiers, les Druzes sont très fiers. Donc quand vous allez sur le plateau du Golan, ou du Golan, comme vous voulez, eh bien vous avez des belles statues à la gloire des Druzes qui ont foutu dans le... Donc les Anglais ils savent que ce n'est pas une colonie, c'est un mandat. Et la SDN leur a donné un mandat jusqu'à ce que les locaux puissent s'administrer eux-mêmes. C'est gentil pour eux-mêmes. Très rapidement, les Arabes disent merci, c'est bon, on sait le faire, hein, on sait s'administrer. Pareil pour les Juifs. Bon. Et surtout, l'importance du pétrole. À partir des années 30, et en particulier du réarmement de la fin des années 30, mais ça a commencé avec la Première Guerre mondiale, comme vous le savez, l'importance considérable du pétrole, plus que considérable, vitale pour les économies occidentales, a fortiori lorsqu'elles font la guerre, n'est plus contesté par personne. Le pétrole, il se trouve qu'il n'y en a pas en Palestine. On fera peut-être en Israël bientôt, mais enfin, il n'y en a pas. Il y en a où en Mésopotamie, très fort mouvement indépendant et fort mouvement antisioniste. On en trouve un petit peu en Égypte, et on en trouve évidemment dans les Émirats et en Arabie Saoudite, et qui devient saoudite en 1930. Et là, il faut basculer. Il faut basculer, le jeu britannique bascule en défaveur du mouvement sioniste, avec 3 livres blancs qui s'étalent de 29 à 39, et de limitation de l'immigration, même après l'arrivée au pouvoir d'Allemagne d'Hitler. Alors évidemment, c'est ce que les sionistes et les Israéliens vont reprocher très fortement ensuite aux Britanniques, parce que là il y avait un aspect moral évident, et toutes les autres frontières étaient fermées, c'était la crise économique, tout le monde fermait ses frontières, les Américains les premiers, les Français les seconds. Bon. Et donc, Yishuv voulait évidemment, par définition, plus de bras, enfin plus de juifs. Je vous rappelle quand même, parce que je l'ai peut-être pas dit, la vocation fondamentale du sionisme, c'est l'ensemble du peuple juif en Israël, point barre. Ne cherchez pas d'autre chose, c'est ça la vocation. Dans un pays souverain, c'est pas compliqué, hein, pas plus. En tout cas, jamais trouver plus, c'est très simple. Bon, donc il fallait que plus de juifs arrivent.
Ouais, mais si les quotas d'immigration s'établissaient, si ma mémoire est bonne, à partir de 30 à 15 000, 1930 à 15 000 par an, c'est faible par rapport aux centaines de milliers de juifs qui vont vouloir quitter l'Allemagne, puis l'Autriche, et puis en fait toute l'Europe orientale avec la montée du nazisme. Bon. Et évidemment pendant la guerre, pour ceux qui pourront encore essayer de le faire. Les Anglais, là, maintiennent une politique qu'on va qualifier d'ultra-réaliste, évidemment, qui n'est sans doute pas morale. Alors en même temps que les Arabes de Palestine, eux, la considèrent comme morale, parce qu'ils se considèrent comme envahis. Vous voyez, j'essaie à chaque fois d'être objectif. Mais enfin, là, on parle de la sauvegarde de centaines de milliers de gens qui, à l'évidence, n'auraient pas péri si... bon, voilà. Donc ça, c'est la réelle politique britannique. Donc dire « Ah oui, mais les Anglais protégeaient le mouvement sioniste », c'est vrai dans un premier temps, mais chronologiquement, c'est faux, à partir de 1929. Et lorsque je vais évoquer, pas plus tard que maintenant d'ailleurs, enfin dans quelques secondes, la politique de Ben Gurion face à ça, vous allez voir que ça va être très compliqué. Le Yishuv va avoir une politique ambivalente vis-à-vis des Anglais, parce qu'il protège du million d'Arabes beaucoup plus nombreux, tout autour, en Palestine, tout autour du village collectif de Tel Aviv, créé en 1909, etc. Mais en même temps, si les Anglais restent, on ne peut pas établir un État. Donc la politique vis-à-vis d'eux va être très compliquée pour le mouvement sioniste. Un point quand même, je vous ai parlé des Britanniques, sur le jeu des autres puissances dans les années 20 et 30. Ce jeu est quasiment inexistant. Il est quasiment inexistant. D'abord parce que la France n'en a pas les moyens. Il ne s'en donne pas les moyens, ce qui revient au même. La France a déjà du mal à tenir son mandat en Syrie et au Liban, qu'on appelait le Levant à l'époque. Il est durement combattu par un certain nombre de forces. La France n'a absolument pas Puis la France est à la remorque de la diplomatie britannique beaucoup trop tard, jusqu'en 1940. Donc ça, c'est pas possible. L'Italie de Mussolini a assez à faire avec l'Éthiopie, l'Érythrée et la Libye. Mussolini ne revendique rien en Palestine. L'Allemagne ne revendique rien, ne peut rien revendiquer en Palestine, n'en a pas les moyens, ne s'en donne pas les moyens. Hitler a d'autres chats à fouetter malheureusement dans les années 30. Et on est dans les années 20, la pluie de Weimar est extrêmement faible. Quant aux États-Unis, c'est bien simple, ils sont absents du Proche-Orient. Les États-Unis sont absents du Proche du Moyen-Orient. La véritable entrée des États-Unis, c'est avec l'Aramco à la fin des années 30 et au milieu des années 40. C'est pas avant. Les gars sont absents du Moyen-Orient, ne serait-ce qu'à cause de leur politique ultra-isolationniste, que vous connaissez très bien, à partir de 1920. Donc là, c'est vraiment les Britanniques qui tiennent le haut du pavé sur l'ensemble de cette région. Mésopotamie, donc l'Irak aujourd'hui, est pratiquement jusqu'à la Perse, jusqu'à l'Iran, et aux confins de l'Iran, avec toute la péninsule arabique, et jusqu'à l'Égypte et au-delà, et au sud, jusqu'au Soudan, bien évidemment, et dans d'autres régions. Donc il faut vraiment parler sur toute la politique britannique. Deuxième point, dans cette deuxième partie, 1747, la réaction nationaliste arabe. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on assiste contre le développement du sionisme à des réactions d'abord épidermiques. Première manifestation violente, elle se déroule en 1920 à Jaffa. Jaffa, c'est un port arabe, c'est le seul port d'ailleurs important de Palestine avant la création de Haïfa, par les Britanniques puis par les sionistes. Et Jaffa, c'est le chopé antique, alors il y a des juifs qui commercent dans le coin, enfin ils sont très minoritaires, et Jaffa n'est pas revendiqué directement par le mouvement sioniste, de toute façon c'est quasi 100% arabe. Et Tel Aviv d'ailleurs, intéressant, Tel Aviv est construite à quelques kilomètres au nord de Jaffa parce qu'il faut un port juif. Enfin, je veux dire, il faut aussi une zone portuaire, on ne parle pas d'aéroport à l'époque, à côté de Jaffa, parce que sinon on va toujours être lié à la bonne volonté des Arabes si on veut importer des juifs ou du matériel ou de la bouffe. Bon, donc c'est très compliqué, il faut un port. Donc c'est Tel Aviv. Et Jaffa 1920, une première émeute dans laquelle meurent d'ailleurs plusieurs juifs, dont Chaim Brenner, qui est l'un des grands penseurs, un vrai penseur du mouvement sioniste. Il habite près de Jaffa, il meurt dans cette émeute. Et puis il y aura des à-coups 1929 donc à Hébron, une émeute très très violente. Et puis bien sûr la grande révolte arabe de 1936. Alors il faut en parler de celle-là parce que elle est dirigée par un personnage très emblématique qui s'appelle Hadj, celui qui a le pèlerinage, Hadj Amin al-Husseini. Husseini, c'est une très grande famille palestinienne, et il est moufti de Jérusalem. Alors moufti, ça veut tout rien dire. Ça veut dire que c'est le gouverneur religieux. Voilà, je veux dire, j'hésite à dire grand rabbin ou archevêque de Jérusalem. Ça correspondrait un peu à ça, en un petit peu en moindre. Mais lui va s'emparer de l'action politique en fait des Arabes, va essayer de fédérer les Arabes de Palestine à la fois contre le développement du mouvement sioniste, on est en 1936,
et surtout contre la puissance mandataire britannique, et évidemment. Cette révolte arabe, elle est extrêmement, elle est très dure, et elle est réprimée de manière extrêmement violente par l'armée britannique, sachant qu'il y a aussi des violences très dures entre les juifs et les arabes, hein, avec ce qu'on appellera plus tard les irréguliers palestiniens. Qu'est-ce que c'est que les irréguliers palestiniens? Ce sont des troupes qui se constituent, qui sont moins disciplinées et moins formelles que les troupes paramilitaires construites dans les années 20 et 30 pour le mouvement sioniste, donc Haganah, puis Irgun, le Stern. Surtout, c'est des gens qui sont, pour l'essentiel, c'est des émeutiers en fait. On recrute pour quelques jours, puis ensuite chacun rentre dans son champ. Et chez lui, c'est difficile d'utiliser ces émeutiers, la colère populaire arabe de Palestine à l'époque, à la manière d'une véritable armée, d'une véritable guérilla. Donc ils se prennent beaucoup de coups, ils en donnent beaucoup aussi. Pendant un an, il y aura plusieurs centaines de tués. Il y aura des milliers de blessés dans la population arabe, il y a plusieurs centaines de tués aussi chez les juifs, et plusieurs dizaines de soldats britanniques avec un coût pour la puissance armée qui, en Palestine, qui est extrêmement élevé. Il va y avoir une conséquence que là encore beaucoup négligent à la révolte arabe. Ben Gurion, qui vient de prendre la tête de l'exécutif sioniste quelques mois auparavant, fin 1935, va dire « si on ne s'arme pas maintenant, si on ne devient pas sérieux sur le plan militaire maintenant, ça va être terrible. » Là, pour l'instant, cette révolte arabe, elle est matée par les Britanniques parce que les Britanniques sont là. Le jour où les Britanniques sont plus là, qu'est-ce qu'on fait? Il va y avoir la guerre et il faudra faire front. Et ils sont beaucoup plus nombreux que nous. Et c'est à partir de 1936 que la montée en puissance, plus seulement paramilitaire, artisanale, avec la Haganah, bon, c'est bien la Haganah, enfin, mais quasi militaire, plus ou moins clandestine, parce que les Anglais, je vous l'ai dit, sont défavorables à ce moment-là au mouvement sioniste, va commencer à s'opérer. Avec la construction dans les ateliers clandestins d'armes de poing, alors c'est pas imaginez pas des canons et des chars, mais en face, ils n'ont pas mieux. Mais surtout l'apprentissage de la peur et le fait de savoir s'en servir, et puis les importations clandestines d'armes de poing également, notamment en provenance de Pologne. Et cette force juive qui se met en place, avec notamment la création du Palmach en 1938, qui est le groupe d'élite de la Haganah, c'est quelques centaines de personnes, hein, va constituer l'ossature, la colonne vertébrale de l'armée israélienne à partir de 1948. Et l'esprit du Palmach, comme on dit aujourd'hui en Israël, souffle toujours sur Tzahal. C'est vraiment, ce que je vous dis est très important. Il va y avoir une conséquence proprement militaire, hein, mais qui ne vient pas directement du Yishuv. Mais Ben Gurion prend cette décision parce qu'il sent avec la révolte arabe que, ne serait-ce que face au nombre, il faudra aligner la qualité, dans le combat, en quelque sorte, la discipline et la rationalité au combat. Et ça va avoir une importance absolument capitale. Pour le reste, la réaction, elle se fait au coup par coup. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à l'époque de conscience, et je dis devant la caméra, micro, ce que je dis, je le répète, il n'y a pas à l'époque de conscience nationale palestinienne. Ça ne veut pas dire qu'en 2012, les Palestiniens n'ont pas le droit à un État. À maintes reprises dans les médias, dans chacun de mes bouquins, je ne vous rien, je dis qu'il y a, et ce sera d'ailleurs ma conclusion, nécessité urgente de la création d'un État palestinien aux côtés d'Israël pour le peuple palestinien. Il n'y a pas de problème. Simplement, la conscience nationale palestinienne, au sens où on va obéir, on va prêter allégeance d'abord à un ensemble collectif perçu comme étant le peuple palestinien, il arrive petit à petit, mais il arrivera plus tard. Ce mouvement a commencé à s'enclencher dans les années 20, 30, 40, et il éclatera formidablement avec la première intifada du 9 décembre 1987. Tandis que le mouvement sioniste, c'est pas amélioratif ou dévalorisant ce que je suis en train de dire. Le mouvement sioniste, lui, a créé dès les années 10-20, avec un peu d'avance, ce qui apparaîtra très rapidement, mais avant même 48, avant la création d'État, quand même une conscience d'appartenir à une nation. Et ça vous donne au combat beaucoup plus d'efficacité. Beaucoup plus au combat politique et au combat militaire. Okay. Alors aujourd'hui, la conscience nationale palestinienne, elle est plus niée que par des gens qui ne connaissent pas, qui sont des militants anti-palestiniens. Mais à l'époque, elle est embryonnaire. Et c'est ce qui va manquer à Jamil El-Hussein. C'est ce qui va manquer. Et je précise que ce n'est pas un leader politique, il n'est pas leader politique. Représentant l'ensemble des Arabes palestiniens, il n'y en a pas. C'est pas vrai. Il n'y en a pas. Hein. Vous pouvez lire Henri Laurence, qui pour moi est le très grand historien de cette période. Lisez ces 4 tomes sur la Palestine. Pardon, ça s'appelle La question de Palestine chez Fayard. Il y a des leaders locaux, tribaux, en général mercantilistes, des grandes familles que j'évoquais tout à l'heure, il y a Chachili, les Husseini, etc., qui chacun tient, j'allais dire son clocher, c'est pas le mot douane, et qui refusent de suivre les autres. En 35-36, tout le monde suit Ben Gurion, pratiquement.
Hein. Et tout le monde suit le même objectif, c'est-à-dire le foyer national, puis à la fin des fins l'État. Okay. Alors ça c'est quelque chose qui est très, me semble-t-il très intéressant, très important aussi. Quatrième et avant-dernier point de la deuxième partie, la montée en puissance du Yishuv donc de 17 à 47. Alors il y a plusieurs aliotes, donc vagues d'immigration. Vous en avez de Pologne dans les années 20, parce que les Juifs sont surtaxés, ils en ont marre, ils s'en vont. Et puis aussi ceux qui sont tapés dessus. Il y a évidemment une vague d'immigration très importante parce que qualitativement, elle est composée d'ingénieurs, d'architectes, de gens qui faisaient partie des élites de l'Allemagne des années 30, hein, plus de 300 000 Juifs allemands qui viennent, pas tous avec bagage, mais enfin, ceux qui partent très tôt, ils peuvent venir avec l'essentiel de leurs biens. Ceux qui partent dès 33, 34, à partir de 35, ça commence à devenir très chaud. Mais ils peuvent encore partir. Ils peuvent partir. Donc s'ils ont une autorisation britannique, ou s'ils arrivent à rentrer clandestinement en Palestine, ben, ils y arrivent. Et là, vous comprenez bien que cette élite va, excusez-moi, c'est faire marcher un pays. Donc on a là des gens qui vont être extrêmement importants, qui sont nombreux. On regarde les choux, hein, c'est 200, 300 000, mais c'est beaucoup. Et puis une montée en puissance agricole et industrielle, et universitaire. Les universités, aujourd'hui on le voit bien, Israël est dans le top 3-4 des premières puissances, pas en part relative, pas proportionnellement, dans l'absolu du high-tech au monde. Dans l'absolu, même s'ils sont 7 millions. La tradition universitaire israélienne, elle s'enracine dans les années 20 avec successivement et très rapidement la création du terminus de Haïfa au nord, l'université hébraïque de Jérusalem, l'université de Tel Aviv, puis une deuxième université, puis Beersheba par la suite. C'est quelque chose qui va avoir un impact important par la suite. Création alors Tel Aviv c'est une chose, mais renforcement de Tel Aviv, et surtout création d'une zone portuaire très importante en eau profonde à Haïfa. Alors là c'est avec l'aide des Britanniques dans les années 20, pour être très clair. Mais dans les années 30, c'est vraiment le mentionnisme qui fait fonctionner Haïfa. Et Haïfa aura une importance capitale au moment de la guerre. Capitale. Haïfa est à l'extérieur des lignes de front et donc peut recevoir des armes, des immigrants, des bateaux, tout ce qu'on veut. C'est vachement important, jusqu'aujourd'hui. La création d'un syndicat, l'Histadrout, syndicat unitaire très marxiste à l'époque, mais qui permet là encore de construire et de fédérer les travailleurs dans le Yishuv, et puis une agriculture qui n'a pas d'agriculture que le nom. Je veux dire, l'agriculture sioniste, c'est pas seulement, regardez, c'est extraordinaire, on fait des tomates juteuses, des citrons sont bons. On fout de ça. Moi, je parle de géopolitique. C'est-à-dire que lorsque vous regardez une carte de la Palestine dans les années 1917, 27, 37, 47, je prends 7, vous pouvez prendre autre chose, vous avez un tissu agricole qui s'étend, dès 1881, mais qui ne s'étend pas au hasard. Je vous ai dit qu'il pouvait s'installer essentiellement que sur la bande côtière et en Galilée dans un premier temps. Mais il cherche à joindre par ce tissu, donc à acheter des terres puis à créer des fermes collectives, de façon cohérente, le relier les unes aux autres par des routes, de préférence sur des collines. Et quand on est attaqué, il vaut mieux être au-dessus de la colline, hein. Je n'en rentre rien, je crois qu'à Sumer, il le faisait déjà, hein, il y a longtemps. Donc, même avec des bombes atomiques, il vaut mieux le faire. Vous voyez, les implantations israéliennes aujourd'hui, elles sont où, vous croyez? Elles sont au fond du Tabeg. Bon. Donc ça, psychologiquement, c'est important, vous voyez partout, mais les drapeaux. Et puis le champ de vision, éventuellement l'angle de tir, il est plus sympa, hein, quand on est en hauteur, bon, c'est comme ça. Et puis l'eau, le lac de Tibériade, et les Kinneret. C'est-à-dire que vous voyez au fil de ces décennies, les années 10, 20, 30, 40, quelque chose de très intéressant, c'est qu'il y a un tissage agricole qui répond à une nécessité tout à fait stratégique. Vous voyez, stratégique, je ne vous parle pas de char d'assaut, tout à fait stratégique. Et pourquoi je vous dis stratégique? Non seulement on va pouvoir, en 1947, 48, 49, pendant la guerre d'indépendance ou première guerre israélo-arabe, avoir des lignes de communication très correctes et puis pouvoir produire un peu de quoi se nourrir, parce que vous savez, le blocus arabe, on va se nourrir pendant quelques mois, ça c'est important, mais aussi et surtout, on va avoir accès à des zones qui seront considérées par les diplomates comme des zones à donner aux Juifs. Pourquoi? Parce que la majorité sur place sera juive. Oh, une petite majorité en Galilée, toute petite majorité. Bon. Mais ça, c'est un mauvais procès. C'est quoi? C'est de dire, pendant la Seconde Guerre mondiale, les sionistes, ils n'ont rien fait pour sauver les Juifs dans la Shoah. Alors voilà, nous avons 400 000 personnes, hein. Cherchez pas les banquiers américains, cherchez pas. Hein. Donc il n'y en a pas en Palestine, et ceux qui sont aux États-Unis, ne sont pas très nombreux dans les années 20 et 30, parce que c'est la deuxième ou troisième génération de Juifs qui sont arrivés aux États-Unis. Et en général, quand vous immigrez aux États-Unis, vous mourrez de faim,
vos enfants, avec un tout petit peu de chance, mangent limite, et la troisième génération, c'est les classes moyennes. Alors, cherchez pas les grands banquiers, hein. À l'époque, il n'y en a pas, il n'y a pas de juifs, ça n'existe pas. Bon. Donc, une armée juive dans les Yishuv en 1939, 40, 41, 42. Ouais, pour faire peur au village arabe à côté. Oui, d'accord, ça c'est vrai. Oui, face aux 12 millions de soldats allemands, il faut être sérieux. Alors ça, vraiment, c'est quelque chose qui... D'ailleurs, il y a une correspondance extrêmement dure et passionnante, enfin, au sens des sciences politiques, mais très dure, affectivement, entre Hannah Arendt et Gershom Scholem. Vous savez, parce qu'il y a eu en 1944 des tractations qui ont eu lieu, elles ont existé, hein, entre le mouvement sioniste et notamment des leaders nazis à l'Est. D'ailleurs, on n'a jamais su d'ailleurs s'ils avaient l'aval de Berlin, c'est pas sans jeu de mots. S'ils avaient, disons, le blanc-seing de Berlin, sans doute pas, enfin, j'en sais rien. C'était 1 million de juifs contre 10 000 camions. Puis ça n'a jamais vraiment marché. Et Hannah Arendt dit après la guerre, une correspondance célèbre, on va passer rapidement, elle dit ça c'est votre péché originel. Alors là vraiment que ce mouvement national, elle a été sioniste, Hannah Arendt, après elle a changé, traque avec le diable. Alors ça. Et Gershom Scholem, qui était un philosophe, un pacifiste, hein, qui ne voulait pas l'armée juive, il disait que c'était pas juif la guerre. Ah, elle est bien bonne ça. Et David, il se battait quoi le roi David, hein. Bref. Donc Gershom Scholem dit à Hannah Arendt, mais même pour sauver un seul juif, j'aurais donné tout l'argent, tous les camions, toutes les armes que je pouvais donner. Bon, alors c'est un débat philosophique, on ne le fait pas maintenant. Mais le Yishuv ne pouvait rien faire. Ils ont envoyé quelques parachutistes, dont Anna Senech, la pauvre, qui a été massacrée par les nazis. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent à l'époque? C'est ridicule. Ça, c'est un débat qui m'a toujours paru. Alors vraiment, ils ne sauvent même pas leurs propres frères. C'est très croustillant, mais au sens négatif du terme. Il y a vraiment, s'ils avaient pu, je ne sais pas s'ils auraient fait quelque chose. D'ailleurs, c'est intéressant parce que, parenthèse, mais après j'aborde la troisième et dernière partie. Depuis, il y a un ethos mémoriel en Israël autour de pas seulement, mais notamment autour de la Shoah, dont vous avez entendu parler, c'est le complexe d'Auschwitz, etc., qui est tout à fait passionnant, avec en 2003 ces 3 chasseurs bombardiers pilotés par des fils de rescapés qui survolent Auschwitz, et Barak qui dit on arrive 60 ans trop tard. C'est beau. On est précisément dans les taux du sionisme. On est vraiment sur l'autoroute, on est dans le B.A.B.A. Idéaliste ou idéologique du sionisme. C'est parfait. D'ailleurs, on a mis c'est parfaitement légitime. En tout cas, ça se comprend, c'est logique. Oui, trop tard, mais c'est que de toute façon, les années 40, les Yishuv ne pouvaient strictement rien faire. Troisième et dernière partie, la naissance d'Israël proprement dite. Il n'y a que 3 points, et puis je conclurai. Le lien entre Israël et la Shoah. Ça aussi, alors ça c'est la tarte à la crème. Israël a été créé par la Shoah. Parce que, non, par la mauvaise conscience des États. Les États n'ont pas de conscience. Un État n'a pas de conscience. Un État n'est pas un humain. Et vous savez quoi? Mais vous le savez bien évidemment. Un État est constitué d'organisations politiques qui ne sont toujours pas des humains. Qui sont composées d'humains. Oui, forcément. Des animaux, des plantes. C'est toujours pas des humains. C'est-à-dire qu'il y a 2-3 degrés d'inhumanité avant d'arriver à ceux qui font la politique d'un État. Ça ne veut pas dire que les chefs d'État ou de gouvernement ne sont pas sensibles à tel ou tel problème moral, à tel ou tel désastre, à tel ou tel cataclysme a fortiori. C'est vrai. Mais ce n'est toujours qu'une variable dans les prises de décision. La morale n'est qu'une variable dans les prises de décision géopolitiques, malheureusement. C'est un géopolitologue qui vous parle. J'en fais qu'un petit bout de temps quand même. Et moi, je ne suis pas très védrien, je suis plutôt couche-rien. Donc moi, je pense qu'on est le gardien de son frère et qu'il faut faire le plus possible. Mais je sais très bien qu'on ne peut pas tout faire partout, mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas intervenir partout qu'il faut intervenir nulle part. D'où ma signature pour la Libye, etc. Peu importe, on n'est pas là pour parler de ça. Donc, je suis de ceux qui considèrent qu'il faut essayer d'agir par morale et par nécessité de sauver, de protéger. Entre parenthèses, une résolution des Nations Unies en 2005 a enfin établi la nécessité de protéger, de protéger les peuples. Parenthèse fermée. En 1947, le 29 novembre, c'est vrai que tous les États occidentaux, non pas la Grèce, tous les États occidentaux votent, pas Cuba, tous les États occidentaux, il n'y a pas d'autre, votent en faveur du quoi? L'Occident a mauvaise conscience. Mais croyez-vous vraiment, jeunes gens, que les habitants, que les Français, qui d'ailleurs s'intéressent moyennement aux affaires étrangères, ce ne sont pas que les Français, en période de crise, ne s'intéressent pas beaucoup aux affaires étrangères et à la défense, parfois même en dehors des périodes de crise. Vous croyez vraiment que les Français, l'opinion publique en 1947, qui fait la queue et les tickets de rationnement qui existeront jusqu'en 1949, se fout pas un tout petit peu de ce qui se passe ou de ce qui s'est passé pendant d'abord la Shoah, et donc on n'en parle pas.
On parle de manière générale des camps de concentration, d'extermination. On ne fait pas très bien la différence en étant 46, 47, lorsque ces débats ont lieu. Les juifs ont souffert, oui, c'est très triste. Et bien les combattants aussi, les communistes aussi, les homos aussi, tout le monde a souffert. Donc à l'époque, il n'y a pas ce qui se passera à partir des années 70 aux États-Unis, puis en Europe et jusqu'à aujourd'hui, cette conscience aiguë, très aiguë, de la Shoah parmi les autres souffrances cataclysmiques du nazisme, provoquées par le nazisme, mais peut-être encore plus particulières parce que les crémateurs, etc. En 47, et puis d'ailleurs, attendez, qui dirige la France en 1947 ? C'est pas les coupables de Vichy, c'est pas les hommes de Vichy, pour le coup, c'est pas les hommes de Vichy. Donc, il n'y a pas de mauvaise conscience des hommes qui sont au pouvoir. Alors la France qui vote en faveur de la création, d'abord, pas de la création d'un État d'Israël, de la création de 2 États et d'un corpus separatum, un État juif de Palestine, un État arabe de Palestine, merci. Cette France-là, qui vote d'ailleurs du bout des lèvres, parce qu'on a peur aussi des révoltes arabes, du bout des lèvres. Bon, la France ne vote pas puisque la mauvaise conscience, parce qu'il faut réparer ce que les juifs ont. Enfin, mais vous trouvez ça de nulle part, c'est aberrant, quoi. Ça, c'est une construction a posteriori. Les Britanniques, enfin, parlons-en. Alors vous croyez d'abord les Anglais ne votent pas en faveur du partage de la Palestine. Ils s'abstiennent. Et ils sont certains, absolument certains, qu'on va les rappeler très vite. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'ils sont partis, les Arabes vont tomber sur les Juifs, vont les écraser, et que de peur qu'il y ait une autre extermination, eh ben, le monde entier, notamment les Occidentaux, vont rappeler au secours, et les Juifs vont rappeler au secours les Anglais. Voilà pourquoi les Français votent le 29 novembre en faveur de ça, pour mettre dehors de Méditerranée orientale les Britanniques. Parce que 2 ans auparavant, les Britanniques avaient contribué largement à nous mettre dehors de Syrie et du Liban de manière humiliante. D'ailleurs, le problème du Levant, Syrie et Liban, pendant toute la Seconde Guerre mondiale, c'était la pierre d'achoppement principale entre Churchill et De Gaulle. Bon, eh ben on leur rend la monnaie de leur pièce, avec notamment l'épisode de l'Exodus, en laissant partir des armes. Enfin, d'ailleurs, en 1947, la France est vraiment très très favorable. Les Anglais sont furieux de ça. On cherche à les dégager, c'est pour ça qu'on vote pour les Juifs. Les Anglais, ils votent pas pour, je vous l'ai dit. Et ils sont certains que de toute façon, on va les rappeler. Et puis ils se retirent de mauvaise grâce. En 1948, les Anglais se retirent de très mauvaise grâce. Les Soviétiques votent en faveur du plan de partage de la Palestine. Les Soviétiques, Staline, conscience, morale. Quel humour, quel humour! La conscience et la morale chez Staline, quel humour! Allons, c'est même pas la peine de perdre quelques secondes supplémentaires là-dessus. Staline, en plus il n'a pas mauvaise conscience, qui a libéré Auschwitz? Enfin, qui se trouvait là? Parce que, faut quand même pas me faire croire que Staline a sacrifié le million de soldats pour aller plus vite libérer un camp. Faut être sérieux tout de même de temps en temps. Donc, il se trouve, ils n'avaient pas les tuer en plus. Oui, ils ont libéré les camps qui se trouvaient devant eux. Ah oui, d'accord, très bien. Et ils ont perdu 10 ou 20 millions d'hommes. Peut-être 10 que 20, manifestement. En tout cas, ils ont perdu beaucoup. Vous croyez vraiment que la population, les populations soviétiques, ne constituent d'ailleurs pas une opinion publique? Pour qu'il y ait l'opinion publique, il faut pouvoir s'exprimer. On est d'accord, je ne pas sous Staline. Donc, vous croyez que les opinions publiques, si tant est qu'elles existaient, n'ont pas existé en URSS, disaient « Oh, les Juifs ont tellement subi !» Non, vraiment, je crois qu'on se moque du monde. En fait, Staline a fait voter. Il y a eu, je veux dire, avec Staline, c'est marrant parce qu'il y a eu, c'était l'une de ses 2 grandes erreurs. La deuxième, c'était la Turquie. Et la troisième, c'était la Corée. Et il n'a que 3 erreurs, mais il n'y a pas d'autres. C'est précis. Il croyait, le mouvement sioniste était tellement marxisant, il croyait qu'une fois l'État juif proclamé, Kibbutz, c'est le marxisme non violent, réussi. C'est le seul coup au monde. Hein. Vous dire, c'est des combats transco, c'est le seul coup au monde, que ça marche. C'est fini maintenant, mais ça marche. Sans violence. Qu'il allait basculer dans le camp de l'Est. Évidemment. Bon, c'est pas ce qui s'est passé. Bon, après, ils se sont rendus compte qu'il était fâché, très fâché en 1949. C'est pas ce qui s'est passé. Mais, et jusqu'aux années 60, figurez-vous, des officiers supérieurs et certains ministres israéliens sont défavorables aux États-Unis et favorables à l'URSS parce qu'ils pensent que l'URSS va gagner la guerre froide et qu'il faut se mettre du côté des vainqueurs. Aujourd'hui, ça paraît délirant, c'est vachement marrant. Mais même des gens qui étaient nationalistes, en fait, qui étaient anticommunistes. Oui, non, on n'a pas le temps. Et alors, ça, ce qui est très intéressant, c'est que Staline fait voter pour cette raison. Et la deuxième raison, c'est évidemment pour affaiblir l'Empire britannique. Ce qu'on pense, c'est pas la peine non plus. Voilà pourquoi l'URSS et ses satellites, la France et ses quelques satellites, il n'y en a pas beaucoup, la Grande-Bretagne qui s'abstient, enfin les États-Unis. Il n'y a pas oublié le lobby juif, aujourd'hui très puissant. En 1947, il n'y a pas de lobby juif aux États-Unis. Harry Truman, il est très sensible à la libération des peuples et pour ce faire, il souhaite affaiblir les empires coloniaux français et britanniques. Parce qu'il pense, à juste titre, qu'avec le maintien de ces empires, les mouvements communistes locaux dans le monde entier, pas seulement dans le monde arabe, vont prendre de la puissance,
ce seront des courroies de transmission de l'URSS et par conséquent, il y aura affaiblissement de l'Ouest. C'est pas idiot du tout, pour le coup, c'est même très bien pensé. Donc il dit aux Français et aux Anglais, dégagez, d'ailleurs, Eisenhower dira en 56 avec force à Suez. Voilà pourquoi Truman vote pour. Alors, petite insiste tout de même. Truman a été très marqué par le visionnage, puisqu'il avait demandé à Eisenhower, son chef d'état-major du front européen, le visionnage de la libération des camps tombés sous l'administration américaine. Et c'est vrai que Truman a été profondément marqué par ces camps. Bien, je vais peut-être vous choquer. Aucun camp d'extermination n'a été vu, n'a été visionné par Truman. Et pour cause. L'armée américaine qui arrive et qui s'arrête d'ailleurs, erreur historique, peu importe Eisenhower, mais qui s'arrête là où elle s'est arrêtée, a vu tomber dans son escarcelle, entre guillemets, des régions pleines de camps de concentration. C'était dur, c'était terrible, terrible, avec des centaines de milliers de victimes et des gens qui en gardaient des séquelles épouvantables, une horreur. Pas les camps d'extermination, où c'était pas, où c'était l'usine, je ne vais pas faire Auschwitz, c'était Treblinka, Chelmno, Soviétique, c'était côté soviétique. Je ne veux pas les voir. Autrement dit, ce que Truman considère comme ayant été vraiment une horreur particulière pour les Juifs, non, c'était pire que ça pour lui. Et il ne le voit, il ne l'a pas vu, il ne le voit pas. Alors il le sait, oui, il le sait. Dès 42, il savait. Ça ne les a pas empêchés, Roosevelt et Churchill doivent regarder ailleurs. Bon. Donc, alors ils ont plus bon marteau, peu importe. Donc, c'est pas tellement ça. On est vraiment sur le fait de dire, mais ça suffit, les Anglais et les Français partez. Et j'ajoute un dernier point là-dessus, c'est que Truman, assez rapidement, se demande si il a bien fait. Bon, il reconnaît l'État d'Israël en 48, bon, 15 mai, 14 mai, au soir. Bon, Staline aussi, Staline est content, parce que c'est un nouveau pays qui va basculer communiste. Bon, puis bon, il voit qu'il y a la guerre, oui, bon, alors je vais faire pas heureusement, quoi. Il y a la guerre, bon, et puis il y a beaucoup de réfugiés de Palestine, là-bas, bon. Pas terrible, hein, comme les États arabes sont pas contents, hein, il y a le pétrole. Pas terrible, hein, les Anglais lui disent, on a fait une erreur, il faut revenir en arrière. Et Truman n'est pas loin, hein, jusqu'en, début 49 encore, bon, après sachant qu'après la guerre froide est tellement froide que du coup c'est l'URSS qui pose problème, et comme on voit que Ben Gurion est passé dans le temps, on laisse tranquille. Enfin, ça s'est joué à pas grand chose, hein. Truman, vous savez que le 30 décembre 1948, Truman exige de Ben Gurion qu'il applique la résolution 194 de l'ONU, de l'Assemblée générale du Conseil de sécurité de l'ONU, exigeant le retour des réfugiés palestiniens. 700 000 bons hommes. Hein. Qu'est-ce qui serait passé si Truman à l'époque avait tellement exigé qu'il avait imposé ça au jeune État d'Israël, démographiquement? D'accord? Donc Truman a mis l'Israël, ça se joue à pas grand-chose. D'accord? Et c'est pas la mauvaise conscience. Sérieux. Et puis d'abord, mauvaise conscience des États-Unis. Écoutez, c'est eux qui ont vaincu le nazisme avec les soviétiques. Donc vraiment, Israël et la Shoah, je vais aller encore plus loin. Ça a été une catastrophe, morale, humaine, bien entendu, on n'est pas là pour. C'est une évidence. Ça a été une catastrophe politique, en fait. Et démographique pour Israël. Sur 6 millions de juifs, qui aurait rejoint Israël? Pas beaucoup peut-être, ouais, peut-être quelques centaines de milliers. C'était beaucoup hein, pour un petit pays qui comptait que quelques centaines de milliers d'habitants. C'était comme 100% de la population. C'était pas tous sionistes, hein, les juifs externes, pas du tout même, une minorité était sioniste. Mais peut-être qu'ils auraient rejoint avec les plus grandes colonnes en Allemagne dans lesquelles ils auraient été quand même persécutés, mais n'évoquons pas l'extermination. Si ça avait été moins pire, comme on dit Coluche, où certains auraient défendu Israël de l'extérieur, ou auraient envoyé peut-être de l'argent, ça aurait été important pour Israël. Non, c'est une catastrophe pour Israël, c'est une vraie catastrophe pour Israël. Deuxième point de la troisième et dernière partie, qu'est-ce qui se passe devant le refus britannique de tenir les promesses de Balfour, et puis les promesses d'ailleurs aussi de Clément Attlee. Clément Attlee arrive au pouvoir, comme vous le savez, en 1945. Il bat Churchill aux élections, ce qui fait, à mon avis, du peuple britannique certainement l'un des plus hallucinants. Churchill les a portés. Churchill a porté le monde libre sur ses épaules pendant 1 an et demi, 2 ans, après les Américains l'aiment. Une foot d'or. Vraiment ça. Et puis alors, Clément Attlee, vous savez ce que disait, en même temps c'est Churchill, une voiture vide s'est arrêtée devant le 10 Downing Street et Clément Attlee en est sorti. C'est Churchill, hein. Non mais c'est vrai, les Anglais mettent dehors Churchill. Pour moi, les Anglais, c'est toujours fascinant.
j'ai du mal à les comprendre. Alors, comme ils nous battent sans arrêt, il faut un peu les étudier. Alors, oui, donc devant le refus britannique 45, 46, 47 de laisser ces fameuses 400 000 personnes déplacées, tatouées en général, squelettiques, bon, dans les camps encore en Allemagne, enfin bon, immigrées, la guerre civile commence. Paraîtra bientôt dans l'excellente revue mensuelle L'Histoire, un article de votre minabissime serviteur sur l'attentat du King David, le fameux attentat du King David qui fait s'effondrer le QG britannique, il y a beaucoup de morts, c'est Dirkoun qui fait le coup. Là, la guerre civile, elle voit tous les groupes et groupuscules sionistes se mettre ensemble contre les Britanniques parce que là, vraiment, ils décident de ne pas partir et ça commence à poser problème. Pour la première fois, l'opinion publique internationale, enfin, essentiellement occidentale, est sollicitée pour la première fois dans l'histoire. Et je m'arrête. Dans pas longtemps. C'est l'Exodus, avec l'affaire de l'Exodus, hein, c'est 4000 ou 4500, 4500 plus réfugiés, rescapés de la Shoah, que les Anglais mettent dans des bateaux cages pour tout ça. C'est connu, je passe rapidement là-dessus. Dernier point donc avant de conclure, la guerre se déroule contrairement à ce que les spécialistes, notamment les Britanniques, avaient prévu. L'impéritie des chefs des états-majors arabes, la division des États arabes qui attaque le jeune État juif proclamé donc le 14 mai 1948, leur très grande division. Les Jordaniens, les Transjordaniens n'avaient pas du tout les mêmes intérêts, les mêmes objectifs que les Égyptiens, qui n'avaient pas les mêmes que les Syriens, etc. Des lignes de communication très distendues. Les soldats, c'était des fellahs qui étaient raflés au moment où ils poisson, bon, demi-sol, ils étaient frappés par les officiers. On va libérer la Palestine, oui, on va mourir. En face, il y a des gens qui n'ont pas le choix. La bataille perdue, c'était fini. Hein. Donc il y a l'énergie du désespoir. Je vous l'ai dit, hein, cette efficience paramilitaire puis militaire créée à partir de la fin des années 30, qui là va se révéler tout à fait précieuse, très importante. Et puis les lignes de communication, c'est extrêmement réduite. Hein. Au plus fort de la première guerre israélo-arabe, Israël c'est 4-5 000 km², c'est minuscule. Enfin, c'est quelques routes. Bon. Alors la Galilée, pour les raisons que je vous ai dit tout à l'heure, mais c'est pas davantage. Et puis la guerre, donc à l'issue de cette guerre, Israël l'emporte, étend son territoire, étend son territoire au détriment de l'État de Palestine qui du coup ne verra pas le jour. Merci la Transjordanie aussi, hein, parce que la Cisjordanie est annexée par la Transjordanie au détriment du droit international. Alors la Cisjordanie c'était le cœur de l'État de Palestine à venir. Hein. Merci. Quant à la bande de Gaza, à ma connaissance, elle n'a jamais été restituée par les Égypto-Palestiniens. Vous oubliez, hein, c'est dingue ça, de 48 à 67, hein, donc voilà, c'était juste pour parler, je dis ça, je dis rien. Mais vous savez, les Palestiniens savent très bien que les Arabes les ont toujours manipulés, les États arabes les ont toujours manipulés, ils le savent parfaitement. D'où d'ailleurs le caractère plus aigu de leur propre conscience nationale. Intéressant ça, ils ont été obligés. Et puis la Nakba, alors là-dessus, j'allais dire comme autre, pas de polémique. Les Israéliens disent, les chercheurs, les historiens israéliens, Benny Morris tout avant, dans les années 90, nouveaux historiens, disent voilà, là, il y a 10, 15, 20% des Arabes, des villages, pardon, qui ont été chassés lors de l'opération d'Alep, donc du printemps 1948. Bon, les Palestiniens, donc ça fait environ 300, 400 000 personnes. Les Palestiniens disent pas du tout, il y en avait 700 000, 800 000, dit Simon Ebon Khalidi. Bon, j'en sais rien. 300, 500, 700, 800 000. Ce qui est certain, c'est que la démographie est fondamentalement modifiée, puisque à partir de ce moment-là, la majorité bascule sur l'ensemble du territoire d'ailleurs, hein, de l'ex-Palestine mandataire britannique, bascule du côté juif évidemment, d'autant plus qu'il y a des vagues d'immigration d'anciens déportés, puis par la suite, dans les années fin des années 50, des années 60, des juifs séfarades orientaux, et puis entre-temps il y a eu les Yéménites, bon bref, et les Irakiens. Donc évidemment, là il y a, et puis aujourd'hui on a toujours ce problème des réfugiés, enfin fils, petits-fils, maintenant arrière-petits-fils, des réfugiés toujours sur la table, et donc je l'évoque très clairement, sans aucun problème, et c'est quelque chose qui est extrêmement douloureux et qui est l'un des ciments du nationalisme palestinien d'aujourd'hui d'ailleurs, comme Israël a d'autres ciments, la société d'Israël a d'autres ciments, un certain nombre de ciments, l'un des ciments importants de la société palestinienne et des revendications de l'autorité palestinienne, c'est évidemment ces réfugiés, et le sort de ces réfugiés de 1948. Voilà, je conclus d'un mot en guise d'épilogue, et puis je vous cède la parole bien volontiers. Pardon d'avoir été trop court, mais j'ai pas plus de temps. Les États arabes se sont comportés depuis 1948 de façon extraordinairement cynique. Bon, enfin, réaliste. Voilà, on appelle ça du réalisme. Mais simplement, le monde arabe face à Israël, les États arabes qui protègent et qui défendent les Palestiniens,
Là encore, c'est beaucoup d'humour, en l'occurrence d'humour noir. À la suite de la guerre, Israël survit. Israël ne commencera à acquérir une véritable puissance, on va dire, militaire, puis par la suite économico-démographique, pour atteindre un état de puissance sans précédent aujourd'hui. C'est vraiment à partir de 1956, c'est la guerre de Suez. Évidemment, on s'arrête et on évite on n'a pas le temps de parler de ça. Et puis, le tournant de 67, que je n'évoquerai pas ici, mais qui a été un vrai tournant sur lequel on vit encore aujourd'hui. On vit beaucoup plus d'ailleurs sur 67 que sur 47, 48 à mon avis, aujourd'hui. Allez, je conclus d'un mot. Les Israéliens, ils partiront pas. Ils partiront pas. Vous saviez, ils partiront. Parce que j'entends encore des fois des discours, tu dis ouais, les croisés, ils sont restés dans le monde. Non, mais là, il n'y a pas de métropole derrière. Il n'y a personne derrière. Les Israéliens considèrent que leur État, c'est là. Voilà. Ni la France, ni la Pologne, ni les États-Unis. Oui, il y en a qui partent faire des affaires à l'extérieur, il y en a qui rentrent, qui repartent pour plus de démographie, ils font ce qu'ils veulent, ils viennent, ils repartent. Démographiquement, on atteint pratiquement la 6 millions de juifs, c'est-à-dire la première communauté juive du monde, et d'ici 20-30 ans, peut-être un peu moins, 20 ans, je crois, 25 ans, c'est ce que j'avais écrit dans la classe, ce sera la majorité absolue du peuple juif sera en Israël, victoire tardive, mais victoire démographique d'Herzl. Ça, c'est incontestable. Bon, alors après, on peut, encore une fois, on ne peut pas être d'accord. Les Israéliens, ils n'ont pas l'impression d'avoir conquis un bout de territoire en plus de quelque chose. Ils ne bougeront pas, c'est chez eux. Ça, c'est une certitude. Mais, je ne sais pas si vous savez, les Palestiniens, ils ne bougeront pas non plus. Ils ne bougeront pas. Non, parce que j'entends des discours, des gens qui disent, ouais, ils sont là, enfin, après tout, c'est des Arabes comme les autres, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ouais, bon, il y a 11 millions de kilomètres carrés, en plus, dans le printemps arabe, ils peuvent vivre un peu partout. Ouais, mais c'est marrant, les Palestiniens, ils ne veulent pas. Donc, ils ne bougeront pas. Ils ne bougeront pas. Et ce qui est très intéressant, c'est que fort de ce constat, alors je peux bien sûr me tromper, mais je ne crois pas, fort de ce constat, pour l'avenir, il faut donc, me semble-t-il, le plus vite possible. Moi, je n'étais pas chaud sur Oslo, qu'on fait patienter pendant des années, et pendant les interstices temporels, comme ça, pendant lesquels on négocie, ça marche pas, les extrémistes s'engouffrent dans la brèche et font tout sauter. Moi, je ne suis pas chaud sur cette histoire-là, je pense qu'il faut aller plus vite que ça, et créer deux États souverains, l'un à côté de l'autre, et non pas fantasmer sur un État, un grand État laïque et démocratique, qui évidemment marquerait la fin, Romain, la fin du mouvement sioniste. Et pour le coup, la vocation du sionisme en tant qu'État, en tant que moteur d'un État pour une État-nation pour le peuple juif, évidemment, serait anéanti. Je ne crois pas que les Palestiniens seraient d'ailleurs plus heureux, parce que sur place, ils ne vivent pas ensemble. C'est triste, hein? Non, c'est pas triste. Ils font ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas envie de vivre, ils font ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas envie de vivre ensemble. Ça, vraiment, le discours consistant à dire, allez, un plus des brothers, toi, si tu veux, parce que tu veux, ils ne veulent pas. Il y a 2 quartiers, 3 quartiers, j'ai pas dit 3 villes, 3 quartiers sur l'ensemble d'Israël et des territoires palestiniens, d'ailleurs, on peut mettre, où il y a des juifs et des arabes qui vivent dans les immeubles. Moi, ça ne m'attriste pas, ils font ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Je ne vois pas où est le problème. L'important, c'est d'éviter de faire, c'est d'éviter que les gens soient malheureux, et notamment par la guerre. Et pour ça, 2 États avec une bonne frontière, moi j'aime bien l'État-nation, j'aime bien la frontière. Décider communément, décider évidemment par des négociations communément, avec les sportifs du droit national, très bien, parfait. Mais ça, c'est à eux de se débrouiller. Ça, on peut les aider, mais c'est pas nous qui allons leur dire non, plus de frontières, peace and love. Et j'ajouterai un dernier point, et celui-là c'est vraiment promis, les 5 facteurs qui ont prévalu à la paix ouest européenne de 1945, celle qu'on mythifie beaucoup, qu'on espère beaucoup au Proche-Orient, pour eux, on espère pas, parce que chez nous ça marche pour l'instant. Pas combien de temps ça marchera, rien n'est éternel, bien sûr, comme vous le savez ici, mais pour l'instant ça marche, avec les Allemands on est plutôt copains. Ces 5 facteurs, on pourra y revenir si vous avez des questions, comme ça moi je suis mon contingent de paroles, de mots, ils ne prévalent pas, aucun des 5 ne prévaut aujourd'hui entre Israéliens et Palestiniens. Ça arrivera peut-être, je l'espère. Donc en attendant, bonne frontière, bien décider de part et d'autre, et puis chacun fait ce qu'il veut avec ses attributs de souveraineté et les EO, comme disent les Israéliens. Allez, une petite citation, on finit toujours par une citation, de celui qui a quand même porté une grande partie de ce que je viens de dire aujourd'hui, le projet sioniste et la création de l'État d'Israël, qui était un vrai homme d'État. Je suis trompé 2-3 fois, c'était un vrai homme d'État, à savoir Ben Gurion. Ben Gurion a dit un truc, mais il faut le faire, je vous dis, mais il faut le faire mentir. Tout l'intérêt des diplomates qu'on paye quand même, je suis pas diplomate, avec mes impôts, qui essayent de faire la paix au Proche-Orient, pas la française, je crois que je suis français, c'est d'essayer de trouver une solution. On paye les diplomates pour qu'ils essayent de faire mentir Ben Gurion, ce qu'il a dit. Voilà. Et donc je le cite, il y a une équipe de journalistes qui est allée voir dans les années 50, jamais me souviens de quel canard, je regarde, et puis après j'oublie des Français. Ils vont voir dans les années 50, ils vont voir Ben Gurion, Premier ministre d'Israël, fondateur, proclamateur de l'État d'Israël, et lui disent, c'est quoi
la solution au problème du Proche-Orient. Et Ben Gurion leur dit, c'est épouvantable, il faut le faire mentir. Mais c'est pas idiot. Ben Gurion leur dit, attendez, si vous croyez qu'il y a une solution à ce problème, c'est que vous n'avez pas compris le problème. Je vous remercie. Merci, on va passer parmi vous pour prendre des questions. Donc on va faire ça pendant 20 petites minutes. Et après, on montera pour prendre ensemble. Voilà. On va prendre un petit tour de questions plusieurs, comme ça, M. Ansel répondra. Bonjour. Bonjour. Je suis Elie, je viens du Liban. Et bon, ma question c'est, d'accord, ils devraient peut-être les deux pays négocier entre eux pour trouver une frontière commune. Mais est-ce que vous avez une proposition? Parce que la frontière qui existe aujourd'hui, c'est pas vraiment, je pense, c'est pas vraiment logique d'avoir un Gaza seul et la Cisjordanie seule. Donc voilà. On va en prendre plusieurs, comme ça après. Parce que parfois les gens posent la même question. C'est bon, Raphaël. Bonsoir. J'ai deux remarques à faire sur ce que vous venez de dire, des questions en même temps. Vous avez à plusieurs moments parlé de l'omniprésence du marxisme, du socialisme dans la pensée sioniste. Et j'aimerais savoir dans quelle mesure il y a quand même une dimension dans le marxisme qui est l'internationalisme. Et je voulais savoir si ce n'est pas une opposition fondamentale. Le sionisme est basé, comme vous l'avez dit, sur une vraie dimension nationale. Et favoriser le travail juif, ce que vous avez dit, les premiers juifs qui sont arrivés avec cette volonté vraiment de congédier les travailleurs arabes locaux, de créer le travail juif, dans quelle mesure c'est compatible avec les idéaux marxistes. Et deuxième remarque, alors je sais que vous n'avez pas forcément beaucoup de temps dans une conférence comme ça pour avoir tous les problèmes, mais je pense qu'il y a notamment deux choses qu'on aurait pu quand même, sur lesquelles on aurait pu insister, parce que ça aide, je pense, à comprendre certaines choses actuellement. Vous avez parlé des attentats de l'Irgun contre l'hôtel King David, par exemple. Il y a aussi, donc ça c'était contre la présence britannique, mais vous n'avez pas fait référence aux attentats de l'Irgun contre les populations arabes, notamment les marchés, etc. Il y a eu des attentats et bon, ça aide, je pense, quand on parle du terrorisme actuellement, ça aide à pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire. Dernière remarque, et j'arrête là. Donc vous avez parlé de la Nakba. Donc 400 000, 800 000, on ne sait pas trop, c'est possible. Mais on a l'impression qu'il y a eu finalement que des civils qu'on a écartés. Et vous n'avez, je pense, pas vraiment insisté sur les massacres qu'il y a eu derrière ça, notamment derrière Yassine, d'autres, on pourra en citer plusieurs. Et je pense que voilà, la Nakba, c'est pas seulement le fait d'avoir créé 400 000 ou 800 000 réfugiés, on ne sait pas bien, c'est aussi les massacres qui ont suivi, les encerclements, les assassinats, etc. Je vous remercie. Encore une? Des questions courtes, s'il vous plaît. On va arrêter, c'est maximum. Bonsoir. Le sujet de cette conférence était plutôt la naissance, le passé. Moi, ma question elle est plus portée vers le futur. Ma question est très simple. Est-ce que vous ne pensez pas que l'État d'Israël est un État condamné à faire la guerre? Pour moi, il y a deux types d'illustrations. La première, elle est plus d'un ordre psychologique, avec peut-être une brutalisation depuis le fondement d'Israël. Je pense que la population israélienne a souvent vécu la guerre, donc il y a eu le phénomène de brutalisation qu'on connaît très bien en Europe. Et que je pense que l'une des illustrations les plus récentes, c'est de forcer les ultra-orthodoxes à faire le service militaire, alors que je ne pense pas que les Palestiniens soient une véritable menace. La deuxième illustration serait plutôt d'un côté plus pratique, c'est que c'est un État petit, avec une démographie peut-être qui peut être aussi faible qu'on veut, mais il y a quand même un accroissement démographique, avec des richesses qui sont assez faibles sur un territoire qui est minuscule, on n'en parle jamais, mais il est tout petit. Alors pour moi, vous avez parlé peut-être de dissuasion
Israël pour se protéger. Moi, je pense que dans les années futures, après, je voudrais connaître votre point de vue, peut-être une politique d'expansion pour acquérir de nouvelles richesses. Merci. Là, on va prendre les réponses. Aucune question à laquelle je réponds pas. D'abord, Gaza et Cisjordanie divisés. Alors, comme je ne suis pas, ça ne vous aura pas échappé à un cadre du Hamas, je ne peux pas vous répondre à quel moment le Hamas va cesser ses activités putschistes, parce que le 15 juin 2007, c'est un véritable putsch qu'il s'est livré, c'est un terme classique en sciences politiques, face, pas à Israël, on s'en fichait déjà depuis un bout de temps, mais face à l'autorité palestinienne. Et les textes palestiniens, moi je les connais, et bien sûr ici aussi, sans doute tout le monde, mais certainement pas d'autres personnes parfois critiquent à tort et à travers, et on n'a pas le droit, même lorsqu'aux législatives on a remporté une majorité relative de voix, ce qui était le cas en toute démocratie d'ailleurs en 2007, en toute transparence du scrutin et de sincérité du scrutin en 2006, le Hamas a remporté les élections législatives, ça n'autorisait pas à s'emparer d'une partie du territoire dévolu à un futur État palestinien. Je donne souvent l'exemple qui va peut-être vous faire sourire de Lionel Jospin en 2007, en 1997, qui remporte les élections législatives et qui se retrouve face à l'exécutif dominé par Jacques Chirac. Il ne se met pas à mettre un fossé anti-char en Bretagne, à attaquer l'Angleterre et à tuer les administrateurs de Chirac. Quoi. Bon. Donc, non, c'est ça. Moi, je pense que le Hamas porte une très lourde responsabilité dans la division qui est en train de se renforcer et qui, année après année, va devenir plus difficile à résorber entre la Cisjordanie et la bande de Gaza. Ça, je pense que... Alors après, très franchement, ce serait vous mentir que de vous dire que les Israéliens s'attristent et s'apitoient tous les jours sur le sort d'une future Palestine divisée. Pas non plus, on n'est pas chez les bisounours quand même. Bon, les Palestiniens sont divisés. Ça c'est très dommage pour eux. C'est-à-dire que c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Lorsque Mahmoud Abbas va revendiquer quelque chose en termes de sécurité et que des roquettes balancées par le Hamas ou d'ailleurs par le djihad islamique, mais peu importe, ça revient même sur le sud d'Israël, Netanyahou va voir Mahmoud Abbas et va lui dire non, tu me parles de sécurité, mais qu'est-ce que tu tiens en fait? Qu'est-ce que tu tiens concrètement? Et Abbas de lui répondre, non sans raison d'ailleurs, lui répondre, mais toi, qu'est-ce que tu m'as donné pour avoir de la force face au Hamas? Donc c'est la quadrature du cercle. Et je veux dire que c'est à terme, il vaut mieux que ce soit un État unifié, mais en quelque sorte, c'est le problème des Palestiniens eux-mêmes. Vraiment, je crois qu'il y a un désengagement mental total et politique aussi d'Israël de la bande de Gaza. Militaire, non par la force des choses, c'est souvent bien triste, mais personne en Israël se dit chouette, un jour on va reconquérir ce morceau des Israël et Gaza. Ils sont vaccinés. D'ailleurs, c'est pareil pour le Liban. Pour le coup, je ne connais pas un seul Israélien, même ultranationaliste, qui dirait on va le reconquérir le Liban. Alors ça, c'est survaccination. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je viens par la question très idéologique et sur le marxisme et sur le Irgun, c'est très intéressant. Israël condamné à faire la guerre. Je ne sais pas si le Grand-Duché de Luxembourg est tout petit, je ne sais pas, Monaco, c'est tout petit. C'est pas l'exiguïté d'un territoire qui va nécessairement créer la propension à aller faire la guerre. Mais la question, pourquoi pas, elle est légitime. Mais dans ce cas-là, je vais vous répondre sur ce terrain. Où est-ce qu'on va aller trouver les ressources? Israël va s'étendre où? Dans le Sinaï, qu'est-ce qu'il y a dans le Sinaï? Un petit peu de pétrole, de toute façon les Israéliens ont trouvé maintenant du pétrole dans la mer. Bon. En plus dans leur ZE, donc, ils n'ont même pas besoin de faire la guerre pour ça. Au Liban, qu'est-ce qu'il y a comme ressources avec tout le respect et l'amour passionnel que j'ai pour le Liban? Et des olives, il n'y a rien au Liban. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a en Jordanie? En Jordanie, il y a moins que rien. C'est De Vos qui disait rien, c'est pas beaucoup, mais moins que rien, c'est déjà quelque chose. Ah ouais, la Jordanie, c'est vraiment moins que rien, quoi. Donc moi je veux bien qu'ils s'étendent, où ça, dans la plaine du Horam, entre Damas et donc la question n'est pas du tout stupide, la question, mais je vois vraiment pas en quoi une expansion territoriale permettrait, et je réponds sur votre terrain, prosaïquement, permettrait d'accroître, et puis c'est pas tout, maintenant les ressources c'est quoi? Est-ce que c'est autre chose que le high-tech? Franchement. Et là, quelques Silicon Valley, ça prend pas beaucoup de place, vous délocalisez ça aux États-Unis, au Canada, puis c'est marrant. Donc c'est exactement ce que font les Israéliens. Donc j'ai pas le sentiment. Maintenant, vous savez ce que disait Bourguiba, il disait au chef d'État arabe, vous êtes d'une stupidité absolue. Vous faites la guerre à Israël, résultat, ils sont toujours soudés. Arrêtez de faire la guerre à Israël, faites la paix, vous allez voir. C'est une mosaïque, ils sont fragiles de l'intérieur. Et il y a des fragilités et des fractures. D'ailleurs, vous en avez mentionné une. Des fractures au sein de la société israélienne qui parfois font peur aux Israéliens et aux amis d'Israël. Mais fort heureusement, il y a toujours un Hamas ou un Hezbollah. Je mets ça évidemment entre guillemets,
l'adverbe heureusement, pour souder les Israéliens. Et là, je ne plaisante pas, je pense que d'un point de vue stratégique, c'est une stupidité, mais sans fond, de la part de beaucoup de chefs de groupe ou d'États arabes, qui ne comprennent pas ça. C'est-à-dire que c'est dans une offensive qu'ils vont lancer contre Israël, légitime ou pas, on s'en fiche, c'est pas le problème. Stratégiquement, ils ne mettent pas dans la balance des coûts et des intérêts. C'est Clausewitz qui disait qu'en fait, une transaction commerciale, une guerre, c'est comme une transaction commerciale. Qu'est-ce que ça va rapporter, qu'est-ce que ça va me coûter? Bon. Ils ne mettent pas dans la balance l'unité qui va se renforcer une fois de plus des Israéliens entre eux. Ça, mais personne n'est pas un seul, quoi. Hein. Oui, j'en donne des arguments. Hein. Donc, je crois pas qu'Israël soit fondamentalement condamné à faire la guerre. Je crois pas, en tout cas pas plus que d'autres, que les autres pays, quoi, quels qu'ils soient. Vraiment, je crois pas. Enfin, troisième point, alors l'aspect marxiste. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Il y a un type qui s'appelait Berborokov, qui est mort très jeune. C'était l'un des penseurs, des jeunes penseurs, fin 19e, tout début 20e, du sionisme marxiste. Alors qu'est-ce qu'il disait, Berborokov? Il disait voilà. Il faut que chaque peuple soit d'abord indépendant chez lui. Indépendant. Ah, donc, peuple juif, en Eretz Israël. Ça, là-dessus, était peuple juif. Mais une fois qu'il aura proclamé l'indépendance chez lui, dans le même mouvement, il enclenchera la révolution sociale, la révolution marxiste. C'est-à-dire que le peuple juif, souverain dans l'état du peuple juif, pendra ses bourgeois avec les tripes de ses capitalistes ou l'inverse, je ne sais jamais très bien, je ne vais pas bouger. Et là, du coup, une fois que chaque troisième niveau, c'est vrai, une fois que chaque peuple aura fait ça chez lui, eh ben, la révolution mondiale, elle aura été faite. Et de ce point de vue-là, c'est pas totalement... Voilà, là c'est moins antinomique. Mais sinon, c'est vrai que ça a été très compliqué. Ben Gurion a entre construire la nation ou construire une société socialiste, il a choisi très vite la nation, alors qu'il était un socialiste très, très sincère, au sens Jaurès du terme, aujourd'hui, un vrai socialiste. Mais bon, ouvriériste du terme, et puis nécessité faisant loi, il fallait faire la guerre. Il faut la guerre, on oublie. L'ouvriérisme, on l'oublie, on le remet à plus tard. Aujourd'hui, c'est terminé. Il n'y a plus de marxiste, il n'y a plus un marxiste en Israël. Il y avait un parti d'ailleurs judéo-arabe marxiste à l'époque des Arabes. Il n'y a plus de judéo. Et donc, et encore, il n'y a plus beaucoup. Et aujourd'hui, c'est fini. Mais, alors, et le kibbutz a vécu de manière un petit peu, c'était un peu hybride le système. Il donnait 50% de tout ce qu'il gagnait à l'État. Alors l'État redistribuait pendant des années, l'État d'Israël a été un État quand même très, très scandinave, du point de vue social, extrêmement scandinave, très lourd, très kafkaïen au niveau de l'administration, presque soviétique. Bon, aujourd'hui c'est un État ultra-libéral, bon, à titre personnel je ne suis pas très chaud, enfin c'est vrai, ils font ce qu'ils veulent, hein, et les ultra-libéraux sont élus, réélus très très régulièrement, il n'y a pas de problème. Et les gens qui morflent le plus des politiques ultra-libérales, ce sont les séfarades du sud du pays, pour des raisons identitaires, politiques. Ils votent plutôt Likoud, qui justement est un parti très libéral. Autrement dit, quelque part, ils sacrifient pour l'idéologie, c'est un peu rapide ce que je ne vois pas beaucoup de temps, leur situation sociale. C'est intéressant, le Likoud est toujours élu par la majorité de séfarades. Et c'est eux pourtant qui souffrent le plus de ces politiques ultralibérales. Alors, je ne cherche absolument pas à dissimuler les actions terroristes de l'Irgun et du groupe Stern, du nom de son fondateur, Abraham Stern, qui meurt en 1942, assassiné par les Britanniques, et qui ensuite va s'appeler le Léhi, et dont Yitzhak Shamir va devenir l'un des trois triumvirs. Yitzhak Shamir qui sera Premier ministre israélien de 83 à 92, qui a 97 ans et demi, ça conserve. Et l'Irgun fait sauter le Kniga. Alors ils ont prévenu, il y aura peut-être mon article, ils ont prévenu, et puis Cunningham, le secrétaire de la puissance monétaire britannique, il dit « je ne vais pas d'or recevoir d'un juif ». Donc tout saute. Et L'Irgun mettait des bombes sur les marchés, évidemment. Simplement, les autres aussi en face, c'est tout. Mais bien sûr, il le faisait. Bien sûr, il y a eu Deir Yassin, il y a eu Gush Etzion. C'est-à-dire que, oui, c'est vrai, il y a eu des actes terroristes qui ont été, c'est-à-dire portés contre des populations civiles par un groupe pour des raisons politiques. Un groupe politique pour des raisons politiques, dont l'Irgun et le Stern, aucun problème. Simplement, ce qu'on appelle les irréguliers arabes palestiniens en face faisaient exactement la même chose. C'est tout, c'est pas du tout pour les discuter, donc tout à fait d'accord. C'était tout, je crois. On va prendre question par question maintenant pour ça. En fait, allô. Donc, je voulais juste commencer par rapidement. Enfin, vous avez parlé de la dissociation entre juifs et sionistes. Vous parlez souvent d'État juif, alors qu'en fait, vous dites très bien que l'État israélien c'est un État sioniste à la base. Donc, c'est important de préciser ça. Et parce que c'est vous qui le dites. Mais pour revenir un petit peu à la lecture historique, parce que c'est un peu le thème de la conférence.
Vous avez dit au début que la première installation des juifs sionistes qui sont arrivés en Palestine, c'était essentiellement pour des terres agricoles et qu'ils ont commencé à envisager l'alternative militaire après les premières révolutions arabes, donc vers les années 30 si je ne me trompe pas. Et après, vous avez de votre explication, vous avez dit que tout au long de la création de l'État d'Israël, donc depuis les années 10, 20, 30, 40, etc., le choix des terres était très stratégique pour des raisons militaires. Vous avez cité le choix des collines, etc. Donc, est-ce que vraiment là, il n'y a pas une contradiction? Et pour finir, juste sur une petite remarque, vous avez cité à la fin, vous avez dit, ok, il y a des actes terroristes des deux côtés, ce qui est tout à fait le cas. Mais après, dans votre explication au début, vous avez cité un petit peu que d'un seul côté. Donc c'est ça que je trouve un peu dommage. Voilà, pardon. Il me semblait pas, mais j'ai plus. Si le sentiment est partagé, c'est que je me suis trompé. Je ne me semblais pas l'avoir cité que d'un seul côté, mais enfin, si c'est le cas, tout à fait désolé, mais je ne crois pas. L'étau sioniste offensif, en fait, il commence. Le 1920, c'est la première émeute donc à Jaffa, et c'est en 1920 qu'est créé, comme par hasard, quelques mois après, la Haganah, qui veut dire défense, qui sera l'ossature de la future, ça, tout le monde passe par la Haganah. Tous les généraux que vous avez pu connaître, dont vous avez pu entendre parler, Sharon, Dayan au Bando, qui personne en 1943 au Liban, tous ces gens-là, Rabin, tous ces gens-là sont passés par la Haganah. Donc, et c'est après les émeutes de Jaffa. Le Palmar, il est créé après le déclenchement de la révolte arabe de 36-37. C'est pas pour dire que c'est des anges, les sionistes. Les nécessités, encore une fois, a fait loi. Mais on peut remonter avant. 1909, c'est le tout premier groupe à avoir été créé, doté de quelques bâtons, de quelques fusils, il y a quelques centaines. Ben Gourion en fait partie de ça, c'était pour protéger les fermes contre les bédouins pillards, qui pillaient tout le monde, hein, pas que les juifs, les chrétiens, ils pillaient les turcs, et tout le monde, et les bédouins. Bon. Et ça a été la première force, en quelque sorte, juive dans un pays considéré comme juif depuis Rome, enfin je crois pratiquement depuis la dernière révolte en 135 après Jésus-Christ. Bon. Mais il faut remonter à 1881. Pour la première fois, les pogromistes russes, moldaves, roumains, polonais, dans la grande vague de pogroms de l'Empire tsariste, pour la première fois, il y a la création de groupes d'autodéfense. Évidemment, ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas le droit de porter en tant que juifs, mais ils se battent avec leurs poings, avec des bâtons, des bouts de fer. Et les pogromistes sont très très étonnés. Et ces groupes d'autodéfense marquent un tournant mental absolument historique, sur des temps très longs. Très longs, parce que les orthodoxes, les orthodoxes ne voulaient évidemment pas que les juifs se défendent de peur d'énerver encore plus les pogromistes qui auraient pu les tuer. Or, le Pikuach Nefesh, la sauvegarde totale de la vie, signifie qu'il faut surtout, tant pis on se fait taper dessus, on peut se faire piller, bon, mais au moins on préserve la vie, on courbe les chines et puis on attend que Dieu nous aide. Bon, donc il fallait désobéir aux rabbins, on désobéissait aux parents, on désobéissait à des siècles et des siècles d'absence du politique et d'absence de l'usage de la force. 1880 pour la première fois, on prend ses points, on dit aux pogromistes, eh ben d'accord, tu vas faire ce que tu veux, moi de toute façon, tu vas avoir mon sang, il a un prix. Et tout le mouvement sioniste, que j'appelle l'éthos offensif, il va se fonder dans les années 1800, à partir de 1881-82, première alia, de ces gens-là qui n'ont plus peur, ils n'ont rien d'autre comme arme. Simplement, ils n'ont pas peur, ils n'ont plus peur. Ils disent, ok, je vais mourir, tu vois, d'accord, voilà ce que ça va te coûter. Mais aujourd'hui, les Israéliens ne font pas autre chose lorsqu'ils reçoivent une requête et ils en balancent 10 en disant, je ne dis pas que c'est légitime, simplement, on est toujours dans la représentation de plus jamais ça, mais bien avant la Shoah, bien avant. Là, on est sur une vraie... Voilà, mais la militarisation, elle intervient vachement tard. Une centaine de bâtons et vieux fusils de Sedan en 1909, 1920 un peu plus, 36, 36, 38 encore un peu plus, 48 encore plus, aujourd'hui énorme. Mais on est à chaque fois sur des paliers très très liés à la... comment dirais-je, au contexte. Encore une fois, je ne dis pas que ce sont des saints. Et d'abord, pour moi, la militarisation, c'est pas du tout un problème, entre parenthèses, surtout à ces époques-là. Mais c'est quelque chose qui se fait parce que nécessité fait loi. Oui. Juste le mot défense, en fait, c'est pas du tout l'aspect militarisation. C'est le fait de défense, ça veut dire qu'il y a attaque avant. Alors que vous dites très bien, il y a eu attaque côté de part, mais le fait quand ils sont arrivés en Palestine, ils ne sont pas fait attaquer, mais ils sont arrivés déjà avec disons un arsenal défensif qu'on nous dit, mais justement ils sont défendus contre rien au début, donc c'est le mot défense qui pas arsenal défensif dans la tête, hein. Ils venaient pas avec la moindre arme. Non, mais les Turcs n'acceptaient absolument pas, même pas l'usage, mais le port des armes. Non, mais on ne parle pas des armes, on parle plus de...
Ah, du mental, oui, ça c'est autre chose. Oui, on est d'accord, bien sûr, on est d'accord. Et d'ailleurs, les affiches. Non, mais on est d'accord. Non, mais ça procède de tout le mouvement sioniste jusqu'à aujourd'hui. Ça, alors vraiment, c'est maintenant, on se défend. Alors ça, l'homme juif nouveau qui cultive la terre, aujourd'hui, il reste 1%, je crois, d'agriculteurs, et encore, y compris tous ceux qui bossent avec eux. Mais par contre, la défense, je ne vais pas vous l'apprendre, ça reste en Israël quelque chose d'absolument fondateur et fondamental, mais presque essentiel au sens étymologique du terme. C'est-à-dire qu'on peut voir ça comme ça. Moi, je ne suis pas certain en 1881-82, les fermes collectives qui sont installées, s'ils avaient installé des bases militaires ou s'ils avaient cherché à se procurer des armes ou à attaquer les Arabes ou les Turcs, je veux bien, ils achetaient des terres et ils faisaient pousser des tomates. Alors ok, ça a été vu, ça a été perçu par les Arabes de Palestine comme une invasion, ça je l'ai dit à plusieurs reprises, il n'y a aucun problème, mais non, il n'y a pas de jusqu'en 1900, à ma connaissance, 1909, 1910 au moins, avec la création du HMR, c'est-à-dire gardien, donc le premier groupe d'autodéfense, on n'est vraiment pas sur l'attaque très concrète, objectivement. Alors maintenant, État juif, oui, alors, en fait, c'est l'État du peuple juif, c'est comme ça que c'est vu en Israël. État du peuple juif. Pourquoi on ne dit pas État juif? Très bonne remarque, moi aussi, des fois je le dis par rapidité, parce qu'il y a cette ambivalence fondamentale. Les juifs, peuple, religion, peuple. D'ailleurs, Israël n'a pas mis fin à cette, pourquoi il le ferait, à cette ambivalence. C'est pas une ambiguïté, c'est perçu par les Arabes comme une ambiguïté permanente et pratique, mais c'est une vraie ambivalence. Il y a d'autres peuples comme ça. Moi, j'assimile pas mal les Arméniens, comme ça. Et religion, peuple, religion. Les Arméniens sont certes chrétiens, mais enfin, le christianisme arménien est très spécifique, très particulier par rapport aux autres. Et on a aussi une république, il y a aussi une diaspora. Enfin bref, il y a une histoire très longue. C'est l'état du peuple juif, en fait. C'est comme ça que vous l'appelez.